Cher Philippe, je vous présente votre public d'aujourd'hui, qui est un public un peu bigarré, avec d'abord les coraux qui sont toujours prêts à découvrir de nouveaux sujets. Je pense que c'est pour la première fois que vous entendrez parler de roman picaresque, même si en France on connaît le roman picaresque. Mais le roman picaresque espagnol est un genre très particulier dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Vous avez aussi dans ce public une classe de première L, qui suit un enseignement un peu particulier. C'est une option que l'on appelle littérature en langue espagnole. Voilà. C'est une particularité au lycée Saint-Exupéry. Beaucoup de lycées ont cet enseignement en anglais. Et très peu de lycées dans les Yvelines offrent aux élèves donc cet enseignement en langue espagnole. Donc c'est un beau dispositif que nous avons failli perdre, d'ailleurs il y a quelques années, mais on a tenu bon avec Madame Fromentin. Et donc cet enseignement existe encore aujourd'hui. Et puis il y a des étudiants de classe préparatoire littéraire, première et deuxième année, Hippocagne et Cagne, avec des hispanisants qui travaillent actuellement sur le baroque espagnol. Donc a priori, les noms de Lope de Vega, Quevedo, Cervantes, ça leur dit quelque chose, c'est censé leur dire quelque chose. Mais parmi ces étudiants de classe préparatoire, il y a aussi des germanistes, il y a aussi des étudiants qui suivent les cours de russe. Donc pour cela, le thème va être plutôt une grande découverte. Donc, voilà. Cher public, je vous présente notre conférencier, Philippe Rabaté, qui est un ancien de l'ENS, de la rue d'Ulm. Il a choisi comme sujet de thèse de doctorat justement un des auteurs phares de ce genre très particulier qui est le roman picaresque. Sa thèse s'est intéressée au Guzmán de Alfarache de Matteo Aleman. Je crois qu'il est venu aujourd'hui avec la nouvelle édition, une édition qu'il ne veut pas montrer parce qu'il a peur de vous impressionner. Et puis, Philippe Rabaté aujourd'hui est maître de conférence à l'université Paris X, Nanterre. Il est aussi maintenant co-responsable du département d'espagnol. Et à ce titre, je vous engage, vous qui êtes en première, et vous, en Hippocagne ou en Cagne, à éventuellement poursuivre en espagnol. Je sais que certains vont demander des équivalences en espagnol. Nous avons là un contact privilégié maintenant dans le département d'espagnol de Nanterre, qui peut se targuer d'excellents résultats au concours, aussi bien au CAPES qu'à l'agrégation. Voilà. Alors, Philippe Rabaté est un homme d'honneur, un homme qui tient aussi ses promesses, et il était avec nous l'année dernière. Les coraux ont peut-être assisté à la conférence sur Cervantes, sa vie, son œuvre. C'est Philippe Rabaté qui avait animé cette conférence, et à la fin de la conférence, on s'était dit ça serait quand même bien de revenir l'année prochaine au lycée Saint-Exupéry pour parler du sujet de thèse, c'est-à-dire le roman picaresque et Matteo Aleman. Voilà, donc on s'était donné rendez-vous, et il est là. C'est-à-dire qu'on l'a fait revenir avec Pascal, et il est venu. Donc je tiens vraiment à le remercier de nous consacrer du temps pour parler d'un genre littéraire qui est tout à fait original, particulier. Merci beaucoup. Bonne conférence. Merci. Sans plus attendre, je vais avant tout bien sûr dire, et c'est pas seulement une clause de politesse, je veux dire tous mes remerciements à l'Université Camille Corot et à Pascal Cibrouille, au président de l'Université Camille Corot pour leur aimable invitation, mais aussi bien sûr au lycée Saint-Exupéry, à son proviseur, la Madame Di Marco, pour leur accueil qui est extrêmement chaleureux. C'est vrai qu'on avait évoqué dès la fin de la précédente conférence le fait que je revienne, et je suis revenu avec beaucoup de plaisir, et j'espère que ça vous intéressera. Voilà, ce que je vais vous présenter, ce sont des éléments. Après, vous pourrez évidemment me poser toutes les questions que vous souhaitez me poser, parce que c'est un sujet que vous allez voir est assez technique, et en même temps qui est assez fascinant historiquement. Parce que quand apparaît... oui, bien sûr, comment entendre mieux, voilà. Je ne vais pas aimer. Ouais, c'est pas limité, d'accord. C'est là, non, ouais, c'est ça.
Voilà. Non, j'espère que ça marche. Voilà. C'est mieux. Excusez-moi. Donc voilà, juste pour vous dire qu'effectivement, cette apparition du genre picaresque est quelque chose qui historiquement est malgré tout quand même assez surprenant. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce que ça n'est pas forcément le type de roman que l'on attendait, disons, au XVIe et au XVIIe siècle. Donc le premier texte le plus connu, dont je vais vous parler dans très peu de temps, qui a ouvert véritablement le genre, s'appelle le Lazarillo de Tormes ou Lazarillo de Tormes, qui est un texte assez énigmatique dont je vais vous parler assez longuement parce que bon, ça nous permet vraiment de rentrer de plein pied dans ce genre, dont la première édition, les 4 premières éditions connues sont de la même année, sont de 1554. C'est vraiment un texte du milieu du XVIe siècle. Et il est suivi de toute une série de romans qui finalement vont faire référence à ce premier roman, du Lazarillo, à son artifice, à sa construction, ce dont je vais vous parler sous peu. Et vous allez voir un petit peu cette originalité. Je vous parlerai principalement d'un second titre. Tous les titres vont être bientôt sur une diapositive, vous les verrez apparaître. Du Guzmán de Alfarache au Guzmán d'Alfarache, de Matteo Alemann, qui est connu en fait du public français au XVIIIe siècle, non seulement par les traductions qui en ont été faites, mais aussi par l'adaptation qu'en a proposé Le Sage. Et voilà, fait une version en fait adaptée, et une adaptation assez violente d'ailleurs, puisqu'il a supprimé tout ce qu'il considérait comme des moralités, comme des digressions, qui, au goût pour lui du public du XVIIIe siècle, étaient totalement obsolètes. En fait, ne pouvaient pas intéresser le public plus d'un siècle après. Mais je voulais, avant de commencer, vous faire 2 remarques un peu préliminaires. C'est d'abord que le roman picaresque est le résultat peut-être en fait d'une évolution, d'une mutation historique. C'est la première hypothèse qu'on peut faire. Alors vous allez voir apparaître deux illustrations qui sont souvent mises là, avant de commencer, pour illustrer les textes picaresques. D'abord ce tableau de Murillo avec un jeune homme, un garçon avec un chien, donc vous voyez ici. Tableau considéré comme très picaresque dans l'esprit, puisqu'il représente un enfant d'une catégorie sociale basse, en fait, dans une scène totalement quotidienne, ordinaire, ce qui va souvent être attaché au qualificatif de picaresque. Et je vais vous remettre aussi une deuxième à titre un peu introductif. Ces 2 jeunes filles à la fenêtre. Il y a eu beaucoup d'interprétations, toujours de Murillo, qui est un peintre donc, de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il y a beaucoup d'interprétations sur leur identité, sur qui elles pouvaient être. Et surtout ce qui est amusant ici, c'est cette espèce d'invitation presque coquine en fait, au spectateur ou à la personne qui passe dans la rue, en fait, qu'elle regarde entre provocation et rire, en fait. Bon, voilà, ça, ce sont 2 tableaux qui sont souvent utilisés pour illustrer en fait des couvertures de récits picaresques et qui nous placent, comme vous voyez tout de suite, dans vraiment une quotidienneté, dans une société bien ancrée, bien réelle, historiquement bien déterminée. Alors, les principaux textes dont je voulais vous parler, j'ai commencé à les mentionner tout à l'heure. D'abord le Lazarillo de Tormes, traduit par Lazarillo de Tormes. Alors qu'est-ce que c'est Lazarillo? C'est tout simplement le diminutif de Lazare, en fait, du prénom Lazare, Lazarillo. Qui fait référence au protagoniste qui est, la plupart du récit, qui est encore un jeune garçon puis un jeune homme, d'où le diminutif. Comme vous savez, les Espagnols ont un goût très prononcé pour les diminutifs, pas seulement les Espagnols, les Latino-Américains aussi. Donc est un texte anonyme, et là aussi, on s'est beaucoup posé la question, notamment Maurice Mollo, sur l'anonymat, jusqu'au point où Maurice Mollo est un grand professeur de la Sorbonne qui a beaucoup travaillé sur les textes picaresques, qui les a traduits pour la Pléiade. D'ailleurs, c'est toujours sa traduction que vous trouvez dans la bibliothèque de la Pléiade, du Lazarillo, et aussi du Guzmán d'Alfarache. Et Maurice Mollo avait fini par dire, lors d'un séminaire de sorte de provocation, finalement, c'est bien Lazarillo de Tormes qui a écrit le texte. Voilà. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'auteur historique. Et finalement, c'est le personnage qui a écrit le texte, il faut l'accepter comme tel. Ce qui est en fait un résumé assez amusant de la question, effectivement. Comme on n'arrive pas à retrouver l'auteur encore 450 ans après, il faut se dire que finalement, l'auteur a voulu tout faire pour rester anonyme et ne pas être découvert. Pour des motifs qui sont assez mystérieux aussi. Peur de l'Inquisition, peur de l'ascension sociale, bon, tout ça est assez complexe. Je vais essayer de vous apporter aujourd'hui quelques réponses à ces questions-là. Après, plusieurs nouvelles de Miguel de Cervantes, dont on avait parlé l'an dernier, sont considérées comme picaresques, mais avec un recul quand même, une distance de la part de Cervantes, une distance en fait un peu critique à l'égard du genre. On peut penser à l'illustre servante, c'est traduit comme ça, la Illustre Fregona, dans l'édition de la Pléiade, coordonnée par Jean Canavaggio. On a donc Rinconete et Cortadio, qui sont 2 personnages également, qui sont des jeunes gens qui sont totalement dans la tradition picaresque,
Et on peut penser aussi au colloque des chiens, vous savez, je ne sais pas si vous la connaissez, les nouvelles exemplaires les plus extraordinaires de Cervantes, où il fait dialoguer deux chiens, l'un des deux chiens raconte sa vie au cours d'une nuit, et c'est un soldat malade dans un état de fièvre, il les écoute en se demandant s'il rêve ou s'il entend vraiment bien des chiens en train de parler. Donc c'est l'un des artifices les plus géniaux de Cervantes, là, une de ses inventions les plus géniales. Voilà pour les principaux textes. J'aurais pu citer, j'ai pas mis dans la liste aussi, le texte de Quevedo, donc Francisco de Quevedo, Le Buscón, qui est un texte extrêmement problématique, parce qu'il ne se met pas dans les mêmes, on va dire, les mêmes présupposés idéologiques que les autres textes, qui ont une certaine orientation idéologique, j'emploie le terme vraiment au sens fort, dont je vais vous parler sous peu. Ce sont des textes qui sont très très critiques à l'égard de la société du siècle d'or. Vous allez voir pourquoi, qui vraiment déconstruisent les principales valeurs de la société. Ce sont des textes en grande partie satiriques quand même. Le texte de Quevedo, c'est autre chose. Il est satirique, mais pas forcément à l'égard de la société, plutôt à l'égard du genre picaresque. Donc, première considération que je voulais d'ordre historique, alors je sais pas que c'est pas écrit trop petit, ça l'est quand même, oui. Voilà. Bon, de toute façon, je vais vous la lire. C'est une considération assez technique que fait Michel Cavia, qui est l'un des grands spécialistes de Matteo Alemán, donc du second roman, sur l'évolution en fait de la considération de la pauvreté au XVIe siècle. Alors, il oppose en fait deux conceptions de la pauvreté. Une conception ancienne, on va dire médiévale, même qui date des premiers temps de la chrétienté, où la pauvreté est mise en valeur parce qu'elle est imitation du Christ. Et selon lui, au XVIe siècle, surtout au tournant du XVIe siècle, en 1550, quand est écrit l'Assaio de Tormes, on commence à considérer le pauvre finalement comme la pauvreté comme une calamité sociale et non plus comme une sorte de bienfait ou quelque chose qui permettrait aux riches finalement de se racheter en donnant de l'argent à des pauvres. Donc les pauvres auraient une sorte de nécessité, on va dire, sociale, intrinsèque à toute société. Voilà, donc je le lis très rapidement. Durant le Moyen-Âge, écrit Michel Cadillac, exception faite de quelques périodes de crise, la pauvreté n'est pas reconnue comme un problème social. Vicarius Christi, le mendiant, est une bénédiction de la Providence, permettant aux riches de sanctifier son bien par la pratique de l'aumône. L'idéal du sanctus pauper, donc du saint pauvre, domina la politique médiévale d'assistance qui était monopolisée par l'Église. Dans le cadre d'une économie de subsistance qui répudiait la spéculation, l'indigence se voyait même accorder par certains canonistes le droit de voler son nécessaire que lui refusait l'avarice des puissants. Dans l'ensemble, le Moyen-Âge, régi par la primauté du spirituel sur le temporel, répugna à ouvrir le débat sur le paupérisme. Il fut l'âge d'or des errants. Et donc le second paragraphe développe cette espèce de mutation. À l'aube du XVIe siècle, cette mythologie de la charité va se dégrader sous la pression des nouvelles structures capitalistes. L'oisiveté mendiante devient de plus en plus suspecte, tandis que le besoin de main-d'œuvre des manufactures commande que le salariat se substitue à une charité qui ne fait qu'encourager le vagabondage, la paresse, version laïque de la série des théologiens, monte en grade dans la hiérarchie des péchés capitaux. Creusée de tous les vices pour la conscience individuelle, elle est pour la cité bourgeoise le signe du désordre social. Dans l'ordre moral où se met à rêver une classe marchande, la foule des mendiants n'a plus sa place. Alors, c'est une très très belle page, ça je vous la cite, elle est assez magnifique stylistiquement, et elle montre bien cette évolution sous la poussée notamment, disent certains, de l'éthique protestante qui commence à apparaître luthérienne, où il faut, dans les pays du Nord, mettre les gens au travail, même ceux finalement qui ne savent pas faire grand-chose, on essaie de les faire travailler pour qu'ils méritent un salaire et qu'ils rentrent dans un système qui n'est plus seulement un système d'assistanat. Donc c'est déjà débattu à l'époque, alors ça rappelle bien évidemment des débats contemporains qu'on retrouve. Déjà à l'époque, on trouve dans les années 1520-1530 beaucoup de discussions autour du fait que celui qui ne travaille pas ne mange pas, en reprenant les paroles de saint Paul. Donc on retrouve ce genre de développement. Le second élément dont je vais vous parler, c'est aussi que finalement, on a en fait un véritable problème, si j'ose dire, à l'époque, c'est que les genres qu'on appelle les genres idéalistes, c'est-à-dire qui nous présentent des héros, on va dire, mythifiés, ou des héros idéalisés, commencent un petit peu à s'essouffler. Je parle des années 1550, au moment où apparaît la Salle. C'est-à-dire qu'on a en gros trois grands types de romans qu'on pourrait appeler idéalistes. Je simplifie un petit peu, mais bon, vous pourrez poser des questions que vous voulez après. D'abord, les romans de chevalerie, qui représentent quand même plus de la moitié des romans vendus à l'époque. C'est vraiment le gros bataillon, c'est le roman de chevalerie. Alors, les continuités de l'Amadis, de Gaulle et autres héros chevaleresques. Alors, ce sont de très très beaux romans, il ne faut pas du tout les mépriser. C'est des choses absolument magnifiques dans les romans de chevalerie. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vous plonge dans un monde assez merveilleux, voilà, type cycle arthurien et ses prolongations, les Espagnols.
Le second type de roman qui plaît beaucoup à l'époque et qui aura beaucoup de succès tout au long du XVIe siècle, ce sont les romans pastoraux, alors qui se déroulent dans une sorte de nature très idéalisée. Et là, on voit beaucoup l'influence en fait, de la littérature latine, notamment de Virgile, en fait, les bucoliques. On est dans cet héritage-là, en fait. C'est-à-dire que les bergers passent leur temps à parler de leurs amours, de leurs déconvenus, tout en les chantant. Donc on a une alternance entre des passages qui sont des passages finalement prose et des passages en vers, bien évidemment, une espèce de ce qu'on appelle de polymétrie techniquement, c'est-à-dire on passe de la prose au vers constamment. Alors ce genre-là est un genre qui a énormément de succès. Beaucoup, beaucoup. Il a été cultivé notamment par les plus grands poètes espagnols, on pense à Garcilaso de la Vega notamment. Et on le retrouve, c'est le premier genre auquel va s'essayer en fait Miguel de Cervantes avec La Galatée. Son premier roman va être un roman pastoral. Et toute sa vie, comme j'avais pu vous le dire l'an dernier, il ne rêvera que d'une chose, c'est de donner une seconde partie à ce roman pastoral. Donc, comme quoi, c'est quand même un genre qui est très tentant pour les écrivains de l'époque. Et le troisième type de roman, qui est assez original, qui est un peu plus minoritaire, c'est le roman qu'on dit grec ou byzantin. En gros, c'est un roman de pérégrination. Ça, vous prenez des héros, vous allez les faire naviguer à peu près dans toute l'Europe, enfin, dans tout le monde connu, et même, je dirais, aux confins du monde connu, au début de l'inconnu. Alors, ce roman grec provient évidemment des grands modèles grecs et latins, hein, que vous avez, les grands romans classiques, et c'est souvent imité, notamment Héliodore, les Éthiopiques, qui est le grand modèle, aussi bien imité d'ailleurs par les écrivains espagnols que par les écrivains français, en fait. Ils sont totalement fascinés par ce type d'écrit. Voilà. Donc on a cette espèce de double évolution, c'est-à-dire que du point de vue social, la pauvreté, effectivement, commence à être considérée de manière différente, et sur le plan de la poétique des genres, il y a une sorte de réorganisation, puisque au pendant idéaliste, il faudrait des gens qui soient plus réalistes d'une certaine manière, qui permettent d'équilibrer un petit peu. Alors, une fois qu'on a fait ces deux remarques-là, demeure une question que vous allez forcément me poser à un moment, c'est qu'est-ce que ça veut dire picaresque? Pourquoi ce terme-là? Alors, je suis désolé de vous dire, là je pense que je vais décevoir l'attente des personnes qui m'ont invité chaleureusement, je ne sais pas d'où vient le terme picaresque. Je vous le dis franchement, et vous pourriez torturer même le plus grand, hypothèse d'école, le plus grand spécialiste de littérature picaresque au monde, qui vous dirait qu'il ne le sait pas non plus. On a plusieurs pistes étymologiques. Alors, la plus courante, on va dire, c'est que picaro deviendrait du terme picar, et qui ferait référence, en fait, on va dire, aux gens qui travaillent dans les cuisines et qui dérobent des choses dans les cuisines. Donc le picar, en fait, pourrait venir de là. C'est-à-dire piquer quelque chose, dérober. Voilà. Picar a le sens aussi de manger, c'est de prendre dans un plat et de manger, de se servir, en fait. Bon, ça pourrait faire référence à ces employés de cuisine qui n'hésitent pas à détourner de la nourriture, etc. Donc, on voit un rapport avec la délinquance, on va dire avec la petite délinquance, c'est-à-dire des menus larcins, des choses comme ça. Mais une autre étymologie qui a beaucoup plu aux Espagnols, qu'ils ont souvent utilisée, ferait référence, non pas du tout au fait de dérober des choses dans les cuisines, mais à la Picardie française. Et picaro pourrait venir de Picardia et de la Picardie française. Ce qui voudrait dire qu'en fait, on serait là face à un cas évident de haine des Français, si j'ose dire, de gallophobie, comme on dit, et que picaro pourrait venir de là aussi. Alors, est-ce que c'est grave ou pas de ne pas savoir exactement quelle est l'étymologie? Je dirais qu'en fait non, c'est sans doute les auteurs qui écrivent font référence à plusieurs étymologies et s'accommodent du fait qu'il y ait plusieurs étymologies possibles. Ça leur pose absolument aucun problème à l'époque, sans doute. Au contraire, ça les amuse. Le fait de pouvoir, on va dire, prendre plusieurs sens et les mettre dans un même terme en faisant plusieurs références. On ne sait pas bien en tout cas d'où vient picaro, mais le terme va très vite devenir très populaire en Espagne et faire référence à un certain type de héros. Alors, bien évidemment, on est dans un type de représentation qui est une représentation en fait principalement sociale, en fait, hein, comme vous l'avez compris. Et le roman picaresque va vous présenter, je vais vous montrer d'ici peu, une véritable dissection en fait de la société de manière assez systématique. Vous allez voir, on va vraiment vous présenter les différentes classes sociales sous un jour extrêmement critique. Et tout ceci est favorisé par un procédé auquel ont recours tous les auteurs de romans picaresques, c'est tout simplement que ce jeune délinquant, on va dire, cette jeune personne qui est à la limite de la légalité, qui est le personnage principal, eh bien, les différents auteurs, je dirais, d'authentiques romans picaresques vont le faire parler à la première personne. Alors ça, cette écriture à la première personne, c'est quelque chose qui, formellement, nous semble assez
c'est assez frappant à l'époque, disons. Parce que qui écrit en fait à la première personne? À l'époque, bon, on peut faire une liste d'occurrences d'usage de la première personne à l'époque. D'abord, les humanistes. C'est plus évident. Les très grands professeurs humanistes rédigent de très très nombreuses lettres, une correspondance très très abondante, qui a comme fin d'être bien évidemment éditée. Ils écrivent des lettres, ils savent qu'un jour elles seront éditées par leurs disciples. Alors c'est le cas d'Erasme notamment, là, pour prendre le prince Joseph des humanistes, le plus célèbre, mais aussi des humanistes espagnols. On va penser aux frères Alfonso et Juan de Valdés par exemple. On peut penser aussi à un évêque très connu en Espagne, qui n'est pas un auteur très connu en France, malheureusement, qui est très intéressant, qui s'appelle Guevara, comme Che Guevara, ce qui s'appelle Antonio de Guevara, et c'est un évêque, et qui est un personnage aussi qui a une très très abondante correspondance, avec parfois des destinataires fictifs. Donc ces gens-là emploient les humanistes la première personne, comme Montaigne va l'employer, hein. Moi, Michel de Montaigne. C'est cet emploi du moi. Celui-là, il est, si j'ose dire, classique dans la culture humaniste. Alors on peut peut-être pas le rapprocher d'une forme de narcissisme, d'égoïsme, d'égotisme. C'est pas ça, c'est juste un emploi du moi comme conscience qui écrit, etc. C'est vraiment cet emploi humaniste. Il y a d'autres emplois de la première personne qui font cette fois-ci référence, on va dire, à la culture religieuse de l'époque. Parce que l'un des travaux que donnent souvent les directeurs de conscience aux gens qu'ils suivent, que ce soit à des moines, à des nonnes, etc., c'est d'écrire leur autobiographie. Alors ça va être le cas, le plus célèbre, c'est sans doute quelqu'un que vous connaissez, je pense, assez bien, vous connaissez le nom, c'est Sainte Thérèse d'Avila, dont l'autobiographie, qu'elle appelait le livre de ma vie, provient on va dire, j'ai le mot espagnol, un encargo, enfin de demande que lui a faite son professeur d'écrire le récit de sa vie, parce qu'elle est une vie absolument fabuleuse. Effectivement, elle a fondé énormément de couvents, elle a en plus beaucoup d'extases spirituelles, mystiques. Donc il dit, ça ne peut pas se perdre, il faut que vous l'écriviez pour le transmettre à vos nonnes, en fait. Donc elle le fait, effectivement, elle écrit à la première personne. C'est une première personne complètement novatrice, hein. Ça c'est vrai que c'est très novateur la façon dont elle écrit. Cette espèce de goût pour tous les détails corporels qu'il y a dans sa prose. Ça représente... en soi, ce serait une conférence, hein, Thérèse d'Avila, c'est un phénomène littéraire assez particulier et spirituel. Donc voilà, on trouve donc ces humanistes, cette culture humaniste, cette culture religieuse, avec parfois des recoupements. Vous avez des religieux qui sont humanistes aussi, donc vous voyez cet emploi. Mais la première personne qui est employée dans les romans picaresques, c'est encore un autre type de première personne. C'est une première personne purement fictive. Si vous voulez, c'est vraiment un personnage qui est créé. Les deux premiers types dont je vous parlais, ce sont finalement des gens qui existent réellement, des acteurs historiques qui décident d'employer une écriture à la première personne. Alors pourquoi j'insiste autant sur ce côté écriture à la première personne? C'est que Cervantes s'en méfie comme de la peste, hein, de l'écriture à la première personne. Ça se voit très clairement dans son œuvre. Cervantes rejette toujours, comme on va dire récit cadre, comme récit général, une narration à la première personne. Il choisira toujours, vous pouvez voir dans le Quichotte notamment, il choisit toujours l'écriture à la troisième personne avec un narrateur ironique qui s'amuse du comportement de ses personnages. Après, bien sûr, on cède la parole à Don Quichotte longuement, à Sancho qui parle beaucoup à la première personne, mais il y a quand même un récit cadre, comme on dit, qui est à la troisième personne, parce que, voilà, pour introduire une forme de distance. C'est ce qui plaît à Cervantes. Et de ce point de vue-là, il est beaucoup plus proche finalement des techniques arabes du conte populaire. Voilà. Il est plus proche de ça, avec une sorte de narrateur distancié qui parle à la troisième personne. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel je voulais absolument insister dès le début. Et je pense que maintenant, on peut commencer à considérer le cas du Lazarillo de Tormes. Alors je vais utiliser ça par honneur et anti-honneur pour bien vous donner précisément l'idée qu'on est dans un discours qui est un discours social, en fait, qui porte vraiment sur la société, avec ce concept central d'honneur, honra, en fait, qui est le terme qui va s'imposer beaucoup plus que honor, qui était le terme, on va dire, plus savant, plus latin, en fait. H-O-N-O-R, honor, je ne l'ai pas écrit, excusez-moi. Mais donc la honra, c'est le terme qui va vraiment s'imposer. Alors, pourquoi cette importance, en fait, de l'honneur? Eh bien, dans tous les textes que vous trouverez de l'époque, dans tous les témoignages, chaque fois qu'il est question d'Espagnol, on va vous dire que les Espagnols sont absolument obsédés par leur honneur. Ça se trouve, vous voyez, chez les diplomates français, les voyageurs, ils disent que l'Espagnol est ombrageux, voilà, est absolument, on va dire, très soucieux de son honneur. Alors, l'honneur, ça porte, pour un homme, un père de famille, sur toutes les personnes habitant dans son foyer, notamment les femmes, qui sont très très contrôlées. On est dans un contexte en ce moment où on parle beaucoup du droit des femmes et autres. Alors les femmes à l'époque n'en ont pas beaucoup, en fait, sont très contrôlées, notamment à leur sortie.
et notamment l'accès à la maison, à la demeure intime. Dès qu'on est chez quelqu'un qui a un certain niveau social, eh bien, tout accès aux femmes dans un contexte noble, nobiliaire, est quand même assez difficile. En fait. Le père de famille et les frères sont très très soucieux de l'honneur de la famille. Alors le problème de l'honneur, c'est que c'est totalement immatériel, bien évidemment. Ça provient de tout ce que vous avez pu, on va dire, accumuler dans votre vie ou votre famille avant vous, parce que vous en héritez de l'honneur. C'est-à-dire de cette fameuse réputation que vous avez. Alors si vous avez des ancêtres qui ont été de grands guerriers, on va dire, de grands soldats de la monarchie espagnole, très bien, vous avez ça en héritage, si j'ose dire. Mais, donc il y a un héritage, on va dire, d'une certaine manière presque épique, en fait un peu mythique, qui renvoie au passé de soldats de certains, notamment ceux qui se sont fait de très très solides réputations parmi les nobles. C'est lors de la fin de la guerre qu'on appelle de reconquête contre les Arabes, c'est à la fin de la conquête de l'Andalous et du royaume de Grenade. Donc là, il y en a qui véritablement ont acquis un statut très très important et vont le mettre en avant constamment. Donc c'est quelque chose qui est hérité. Le seul problème, c'est que de même que la pauvreté subissait une crise au XVIe siècle, l'honneur aussi subit une crise de valeur. C'est-à-dire que l'honneur, ça finit par être non seulement, effectivement, ce que vous avez pu avoir, tout cet héritage immatériel, symbolique, comme quoi socialement vous avez une aura, les gens vous respectent quand vous êtes là, parce que vous êtes un nom et vous êtes né d'une famille, mais ça va être aussi la reconnaissance de plus en plus du pouvoir, en fait, qu'a quelqu'un. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir va avoir une grande honra aussi. Et là, c'est pas seulement de l'héritage, c'est le pouvoir que peut acquérir quelqu'un. Et pire, bien évidemment, dans un contexte catholique, c'est que très vite, dans la seconde moitié du XVIe siècle, c'est l'argent qui finalement va acheter l'honneur aussi. Donc on passe d'un concept d'honneur qui était un concept, on va dire, traditionnel, presque chevaleresque, hein, et ces caballeros, de ces gentilshommes espagnols, on va passer vers un honneur qui va être un honneur beaucoup plus courtisan. Là, on va l'acquérir finalement en étant proche du roi, en étant proche des instances de pouvoir, en obtenant des bénéfices, des rentes, en étant reconnu socialement du point de vue de l'argent. Alors ça pose, bien évidemment, vous allez voir tout de suite le problème, ça pose toute une série de questions aux théologiens notamment. Cette fascination pour l'argent n'est pas une bonne chose dans un contexte catholique. Effectivement, là, on va voir apparaître toute une série de distorsions, de discours assez étranges qu'on n'aurait pas vus dans l'Espagne de la première moitié du XVIe siècle. Donc de même que la pauvreté évolue, le concept d'honneur aussi glisse, et ça, le roman picaresque va s'en saisir en fait, de ces glissements-là. On va bien comprendre que là, il y a quelque chose qu'il faut absolument faire comprendre aux lecteurs de l'époque. Que, voilà, du point de vue satirique, il ne faut pas louper la cible, et que le prétendu honneur des nobles, c'est quelque chose qu'il faut attaquer, parce que leur honneur est un faux honneur. C'est un honneur en fait qui est acheté à grands coups de charges, comme on achète des charges et des prébendes. Voilà. Donc c'est un petit peu cette évolution qu'on voit. Alors la question en fait centrale, c'est en fait de se demander, avant même de commencer à examiner un petit peu les textes, qui exactement écrit en fait des romans picaresques. Alors c'est une vaste question, vous allez me dire, oui, bon, ce sont des Espagnols de l'époque, oui, mais les Espagnols de l'époque, il ne faut jamais oublier que religieusement, il y en a certains qui sont un peu louches, pour dire les choses vilaines, mais certains ont justement, du point de vue de l'honneur, ont certains ancêtres qui ne sont pas forcément très catholiques. Puisqu'en 1492, le choix avait été laissé à la communauté juive, séfarade, soit de partir, soit de se convertir. On est d'accord. Ce qui est étonnant, c'est que, donc je parle de 1492, en 1670, à Majorque, vous avez encore des procès, en 1689, c'est beaucoup plus tard, vous avez encore des procès de judaïsants, c'est-à-dire de gens qui sont juifs. On parle de 1689, juste avant, je vous ai parlé de 1492, c'est-à-dire qu'il y a certaines familles où de 1492 à la fin du XVIIe siècle, on a continué à être juif en secret. Et à respecter le Shabbat, et à respecter les interdits du Shabbat, et toute une série de choses, tout en étant extérieurement, socialement, du point de vue de l'honneur catholique. Vous voyez un petit peu le genre de décalage qu'il y avait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir on va dire, des années 1510-1520, l'Inquisition a commencé à renforcer son emprise, on va dire, sur le pays. À partir des années 1530, c'est encore plus clair. Et on voit un peu du juif ou du crypto-juif partout. C'est une sorte de chasse à l'homme, un petit peu. On essaie de retrouver qui est juif ou qui ne l'est pas. Alors, les deux auteurs dont je vous ai parlé, c'est l'auteur anonyme de Asarillo. Là, c'est une conjecture, on n'est pas certain, c'est une hypothèse. Et Matteo Aleman, l'auteur du Hispano Falce, sont vraisemblablement tous les deux judéo-converts, c'est-à-dire des ancêtres juifs. Bon, c'est-à-dire que l'attaque dont je vous parle contre le concept d'honneur,
il provient principalement en fait, de gens qui eux-mêmes ont une position marginale en fait, socialement. Alors, on peut être d'origine juive et ne pas avoir de position marginale, bien évidemment. Aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut acheter une position dominante du pouvoir tout en provenant d'une famille juive. Beaucoup vont le faire. C'est-à-dire, beaucoup vont finalement faire un peu comme avait fait le grand-père de Michel de Montaigne. Il s'est dit, il faut que mes enfants soient anoblis absolument. Donc, le fils avait déjà commencé le processus d'anoblissement et Montaigne est le premier à être seigneur de Montaigne. Voilà, mais c'est le même, et on parle là des générations, ce sont des juifs aussi, je crois, Montaigne, je ne sais pas si c'est portugais ou espagnol, enfin, ce sont ce genre d'origine en fait, ce sont des séfarades, et on retrouve le même processus en Espagne, c'est que la première génération est encore une génération faite de marchands, mais les marchands vont n'avoir qu'une idée, c'est que leurs fils deviennent par exemple, pour le premier, deviennent nobles, le second deviennent religieux, pour essayer d'effacer les traces de leur judéité, au maximum. Et à la troisième génération, effectivement, souvent, on a oublié, parce qu'ils ont réussi à acheter des charges, etc. Alors ça, c'est une stratégie, on va dire, classique de mobilité sociale, ça nous arrive à dissimuler un peu leurs origines. Mais tout ça, le roman picaresque va évidemment le dénoncer aussi, à la fois. Certains auteurs proviennent de là, mais le dénoncent un peu cette espèce de, on va dire, de façon de faufiler comme ça, dans les normes dominantes. Alors, donc l'intention satirique dont je vous parlais, on va dire, contre la société de l'époque, elle provient sans doute d'une position marginale de certains de ses auteurs. Pour Matteo Alemann, c'est assez évident, parce que là, on connaît sa biographie. Et pour l'auteur de La Sarillo, on a quand même de très très gros doutes. On se dit, la façon qu'il a de considérer notamment les rites religieux, les rites catholiques, n'est pas celle d'un catholique. On le voit, l'œil critique qu'il a. Alors soit, on va dire, il est érasmiste, ce qui est possible, vous savez, hein, le mouvement érasmiste, c'est un mouvement très critique. Hein. Erasme n'a pas souhaité devenir luthérien, il a dit un mot à Luther, c'est une dernière de question. Mais il est quand même à l'origine d'un courant qu'on appelle l'humanisme évangélique, qui est fait d'une religiosité beaucoup plus directe avec Dieu, un rapport plus direct à Dieu, etc. Donc très critique ailleurs de la papauté. Erasme était très critique, hein. Mais il n'est pas pour autant protestant. Donc ça peut être cette piste-là qu'on peut considérer, c'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, finalement l'auteur de La Sarillo est un humaniste critique qui s'attaque aux usages, on va dire, catholiques. Mais la piste la plus certaine, la plus probable, serait plutôt une ascendance judéo-converse. Bon. Alors maintenant, si on rentre un peu plus précisément dans le texte. Le prologue est un moment assez extraordinaire, puisque le texte commence par un prologue écrit à la première personne, et on ne sait pas exactement qui écrit quand on le lit. Même si tout est fait pour nous faire croire que c'est celui qui écrit l'ensemble du récit qui écrit le prologue. Alors, c'est vrai, mais il y a certaines distorsions. Alors, dès le début, la première personne affirme en fait l'originalité de son texte, de son propos, et justifie l'écriture de celui-ci en faisant référence à un amour de l'honneur. Lui, finalement, référence, il dit « J'écris ce texte parce que je recherche en fait l'honneur pour moi-même. » Et il écrit ceci que je vous ai mis ici. Car si autrement se faisait, bien peu prendrait la plume en main pour le bien d'un seul, vu la peine qu'on en reçoit. Et s'il la souffre, a bon droit désir d'être rémunéré, non par argent, il dit non, pas ce mode de rémunération, mais seulement ce que leurs œuvres soient vues et lues, et louées s'il y a lieu. Et à ce propos, dit Tullius, c'est-à-dire en fait Cicéron, de façon un peu culta, on va dire savante de parler de Cicéron, l'honneur nourrit les arts. Pensez-vous que le soldat qui premier monte dans la brèche ait sa vie en horreur? Non, sûrement pas. C'est pour l'amour de l'honneur qu'il se met en péril. Par exemple, du soldat qui est le premier à partir. Donc là, on a une très intéressante comparaison entre l'acte d'écriture et finalement un acte de bravoure de la part de cette première personne, vous avez vu, qui prend la parole dès le début. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Cicéron? Alors, pourquoi cette référence à Cicéron? Eh bien, c'est que là, la référence est assez claire. Il y a, en fait, on va dire, une lecture assez classique de la vie de Cicéron et de son œuvre. C'est que Cicéron ferait partie, en fait, face aux patriciens qui peut exister à Rome, d'un clan qui est un clan plutôt de parvenus, qui, par leur talent, ont réussi, en fait, à se hisser au sommet. C'est comme ça qu'on lit la vie de Cicéron, très souvent. Donc, c'est d'où l'origine de cette référence que nous avons ici. C'est une citation en fait, de Tusculane. Hein. L'honneur nourrit les arts. Et ça fait référence effectivement à ce fait de parvenir à une haute position sociale par le maniement de sa plume, de son intelligence, de son éloquence, puisque Cicéron était orateur, était avocat. Voilà. Alors, si on considère que véritablement
Lazare de Tormes est l'auteur de ces phrases. Il faut reconnaître quand même qu'il a un sacré maniement de la rhétorique. Je suis en train de vous parler d'un garçon qui est quand même crieur de vin dans les rues de Tolède. Donc il crie les vins et il annonce les sentences. C'est son travail en fait. S'il est capable de manier avec subtilité des références à Cicéron, le moins qu'on puisse dire, comme on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a une distorsion, il y a une sorte de contradiction interne. Qui lui a donné cette capacité rhétorique qu'il a déjà, cette connaissance en fait. Donc là on tombe sur l'une des premières finalement contradictions apparentes de l'œuvre qui n'a pas été gommée par l'auteur anonyme, c'est-à-dire il a laissé ça. Cette première personne, ça peut aussi bien faire référence à un auteur qu'on envisage, qu'on voit, à un auteur extérieur historique, qui la montre que lui, il sait ce que c'est, il sait ce qu'il est en train de faire. Et la première personne peut faire référence au personnage de Lassario lui-même en train d'écrire. Il sort d'ambiguïté. Parce que juste après, qu'est-ce qu'on a comme citation? On a cette citation-là de Lassario qui dit en fait, qui écrit un personnage qui s'appelle Votre Grâce et qui dit: vous m'avez demandé de vous écrire en fait ce qui m'est arrivé. Et je vous réponds, je vous envoie une lettre, en fait. C'est comme s'il écrivait une lettre. On est dans la correspondance, la presque humaniste. Hein. Il écrit une lettre, sauf qu'il dit, au lieu de vous raconter seulement le cas, l'affaire qui vous intéresse, je vais vous raconter toute ma vie. Voilà. C'est donc, là, c'est pas la même personne qui parle de cette manière, celle qui est en train de parler ici. Alors, je vous lis la citation. Or, puisqu'il vous plaît de me demander par écrit que j'écrive et raconte mon affaire tout au long, alors en espagnol, c'est caso affaire. Ça fait référence au vocabulaire juridique, en fait, du procès. J'ai estimé qu'il serait bon de commencer non par le milieu, mais par le commencement, afin que vous ayez entière connaissance de ma personne, afin aussi que ceux qui ont hérité d'un noble état considèrent combien peu leur est dû, car fortune a été pour eux partiale, et combien plus ont fait ceux qui, malgré elle, par force et par adresse tirant de l'aviron, ont conduit leur esquif à bon port. Et on retrouve cette notion en fait de parvenu, qu'on a réussi à atteindre un certain état par la force de son esprit et de son courage. On retrouve cette même idée-là qui est exprimée. Bon, donc, ce qui est très intéressant, c'est que Lassario est présenté dès le début comme en fait un acte de désobéissance. Au lieu de dire à votre grâce, ben, je vais vous raconter seulement une petite affaire qui se trouve tout à la fin du texte. Hein. Ce qu'il veut raconter, c'est une espèce de ménage à trois qu'il fait en fait. C'est un mari cocu qui a épousé la servante d'un archiprêtre, qui est leur bienfaiteur, et visiblement l'archiprêtre a eu 3 enfants avec la servante, ce que le texte dit à mi-mot, voilà. Ce qui en dit long sur la critique, bien évidemment, vous voyez, de la religion catholique et de ses représentants. Donc ça, c'est vraiment l'affaire, c'est quelque chose d'assez circonstancié. Et lui, il dit, non, pas question, moi je désobéis, je vais vous raconter tout pour que vous ayez une idée globale. Alors déjà, cet acte de désobéissance même, de dire, on va reprendre dès le début, je vais te montrer un peu quel homme je suis, il faut que tu me vois dès la naissance et même avant la naissance, qui furent mes parents, ce que j'ai fait, comment je suis né, comment j'ai grandi, etc. Alors là, vous avez vraiment l'acte de naissance poétique du roman picaresque. Là, vous l'avez ici, en direct. On va procéder, comme on disait, en rhétorique ab initio, depuis le début, depuis le commencement. Bon voilà, ça, cette revendication d'une vision globale de l'homme, de la première personne depuis le début de sa vie, c'est quelque chose qui va être absolument fondamental pour tous les continuateurs du roman ensuite. Ils vont épouser cette forme-là, ils vont la reprendre. Alors parfois même sous le mode du déterminisme. Donc on retrouve bien effectivement cette notion d'honneur d'un point de vue d'un honneur qu'on acquiert par ses capacités. Alors ensuite, le texte nous présente plusieurs, on pourrait dire, scènes et figures de l'honneur. C'est-à-dire que le personnage se plaît à raconter ses premiers épisodes, ses premières aventures, etc. Donc il a différents maîtres. En totalité dans le texte, je ne vais pas faire trop long, en fait il a, pour raconter ceci, il a en fait 9 maîtres différents. Les plus importants sont les 3 premiers en fait. Il a comme premier maître un aveugle, un vieil aveugle qui le guide, etc., qui est rusé comme tout, qui sait obtenir des aumônes avec beaucoup de talent. Et d'où l'expression en espagnol, ser el lazarillo de alguien, donc être le lazari de quelqu'un, c'est guider quelqu'un. En fait, c'est resté en espagnol comme une expression à cause du texte, en fait. Hein. Ça provient de ce texte-là. C'est vraiment être le guide de quelqu'un. On retrouve cette notion-là. Alors, ce premier maître va lui apprendre énormément de subtilité, hein, picaresque. Hein. Et ensuite, il a 2 maîtres qui me semblent très importants aussi, qui sont un curé, en fait, et un prêtre d'une avarice absolument invraisemblable. Donc, ça va être un élément satirique très important. Et ensuite, il est au service d'un écuyer à Tolède. Ça, je reviendrai sur ça, parce que l'écuyer est un noble. C'est la première fois qu'il est au service d'un noble. Voilà. Donc là, vous avez cette phrase que je vous ai lise ici.
J'ai plaisir, monsieur, à vous conter ses enfantillages. Là, il raconte ses premières aventures avec l'aveugle, qui montre combien c'est louable chose se savoir hausser au-dessus d'une basse condition et ignominieuse, au contraire se laisser déchoir d'un haut rang. Donc on le voit bien toujours revendiquer ce concept en fait d'honneur. C'est-à-dire que le personnage veut nous démontrer qu'il est parvenu au terme de son parcours, c'est au moment où il écrit, à une position sociale envieuse en fait, il a d'une certaine manière réussi son pari. Donc, effectivement, cette idée de lecture rétrospective de son parcours, qui le conduit à ce qu'on appelle l'asiento en espagnol, c'est le fait d'avoir acquis un véritable statut, passe par différents maîtres, comme je vous l'ai dit. Et une fois qu'il est parvenu au sommet, on va dire, de ce qu'il considérait comme la réussite, il écrit ceci, donc, tandis que je cherchais quelle partie prendre pour vivre en repos et amasser de quoi soulager ma vieillesse, Dieu me voulut éclairer et acheminer un moyen profitable. Grâce à la faveur de quelques amis et de certains seigneurs, toutes les peines et fatigues que j'avais jusqu'alors endurées furent récompensées, moyennant une charge royale que je prétendais et obtins. Là, il parle exactement comme les courtisans auprès du roi. Une charge royale que j'ai obtenue. La charge n'est pas du tout royale, vous allez voir. Hors de là, point de prospérité, j'ai charge de crier les vins qui se vendent en cette ville, les encans et les choses perdues. J'accompagne ceux qui souffrent persécution pour justice, à les condamner par la justice. Et publie à haute voix leur délit. En bon langage, monsieur, je suis crieur public. Voilà. Donc c'est, on va dire là, le sommet où il est parvenu. C'est ce qu'il écrit là vers la fin du texte. Ça, il considère comme une forme effectivement de réussite sociale. Alors que les textes de l'époque nous montrent à quel point cette charge-là était une charge absolument méprisée universellement dans les villes, et que c'était véritablement les gens de la plus basse extraction qui l'assuraient. Bon. Alors, comment comprendre effectivement ce parcours quelle est cette espèce de sommet où est arrivé le personnage, en fait, qui fait que lui revendique comme un honneur ce qui peut paraître justement comme un anti-honneur ici, très clairement, comme une position qui n'est pas du tout une position honorable. Le texte nous explique en fait pourquoi il est convaincu d'avoir atteint, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit, d'avoir atteint cette position finalement honorable. C'est qu'il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a en fait épousé une servante de l'archiprêtre de Saint-Sauveur. Alors le nom n'est pas hasardeux, il s'appelle Saint-Sauveur en plus archiprêtre, donc il serait censé avoir sauvé la Salio de certaine manière de la pauvreté. Et on comprend à mi-mot dans le texte que, effectivement, l'archiprêtre a eu 3 enfants avec cette servante, qui est donc devenue un peu encombrante. Et il veut la garder quand même près de la maison, dans sa maison, mais il faut qu'il trouve un alibi pour réussir à la garder avec lui. Donc la Salio nous détaille cet accord qu'il a passé plus ou moins avec l'archiprêtre, c'est-à-dire qu'il a eu le poste de crieur public et en échange, il accepte d'épouser cette servante, qui rentre et sort comme elle veut de la maison du maître. C'est ce qu'il dit à un moment. On peut imaginer toutes les allusions grivoises que ça suppose, en fait. C'est assez clair. Mais ce qui se passe, c'est quand même qu'à ce moment-là, Lazare se heurte socialement à une question de ondra. Partout dans la ville, on dit « c'est un mari cocu, c'est un mari cocu, c'est un mari cocu ». Alors là, quand même, ça le perturbe. Il se dit « bon, c'est pas possible qu'on dise ça partout de moi ». Et il a une sorte d'entrevue avec l'archiprêtre. Voilà. Et l'archiprêtre lui dit la chose suivante: Lazare, qui voudrait s'arrêter au dit de méchantes langues, jamais il n'ira de l'avant. Je te l'ai dit pour ce... Alors c'est la traduction de mots, là, elle est très archaïque, vous allez voir. Pour ce, je ne m'ébahirrai point, qu'il s'en fie aucun sur ce qu'on voit ta femme entrer et sortir de Séan, entrer et sortir de chez moi. Ayant, je te le promets, tout à son honneur et au tien, ce qui paraît absolument cynique de dire ça. Laisse les gens dire et n'égarde qu'à ce qui te concerne, à savoir ton profit. Alors là, l'équation est très claire socialement. Il lui dit, bon, laisse-les parler. Toi, ton honneur, finalement, le seul honneur pour toi, c'est, comme il dit en espagnol, tu provecho, ton profit. On voyez un petit peu l'espèce de substitution qu'on a. C'est-à-dire que ce que devrait chercher normalement un individu qui a une conscience morale, c'est la vérité, vivre selon les préceptes du Christ, etc. Là, c'est pas du tout ce qu'on voit ici apparaître, bien évidemment. C'est totalement autre chose. C'est une sorte d'équation un peu cynique, en fait, qui apparaît, et surtout qui va à l'encontre totalement du schéma d'honneur de l'époque de la société, en fait, castillane. Alors, comment comprendre cette espèce de faillite de l'honneur? C'est-à-dire que les instances religieuses nous disent, bon,
Ça suffit maintenant, c'est même pas la peine que tu t'embêtes avec ça, ne t'inquiète pas. Voilà, vis ta vie et laisse les gens te dire, etc. Bon. Alors comment comprendre ce qui vraiment est ici une faillite de l'honneur, du concept classique d'honneur, qui est en fait assez destructrice par rapport aux valeurs sociales qui ont cours. C'est-à-dire que là, l'auteur les prend à rebrousse-poil. Et bien peut-être tout simplement parce que le seul personnage qui aurait été capable de transmettre un véritable concept d'honneur à Lassalio, c'est de savoir son troisième maître, excusez-moi, celui du troisième traité, l'écuyer, va faire tout le contraire en fait. Il va absolument pas lui transmettre ce concept d'honneur qu'il est en droit d'attendre de quelqu'un qui est noble. Donc pour comprendre cette fin, il nous faut revenir sans doute en arrière. Il nous faut revenir à ce troisième chapitre, ou troisième traité, où Lassalio se retrouve avec l'écuyer à Tolède. Et alors il croit cet écuyer qui lui dit « Viens avec moi, tu as besoin d'un maître, je serai un très bon maître pour toi ». Il accompagne l'écuyer, qui lui fait traverser à peu près toute Tolède, on a une longue description, on le suit dans la rue, et il rentre dans une maison, et l'écuyer lui fait parler longuement de ce qu'il a fait, d'où il vient, etc. Donc il lui fait faire en fait un premier récit autobiographique. Il dit « Alors raconte-moi ta vie, d'où viens-tu, mon grand, etc. » Qui raconte tout ça à l'écuyer. Et à un moment, il se dit, bon, on va peut-être quand même manger. Et l'écuyer ne bouge pas. Il continue à parler. Alors Lassalio dit, je ne vais quand même pas manger mes propres mots. Donc, ah bon, on va quand même manger. En fait, non. L'écuyer est évidemment totalement sans sous. Ce que va découvrir Lassalio n'a absolument aucun argent. Et ce qui va se passer, c'est une situation assez invraisemblable, c'est que Lassalio va devoir nourrir son maître. Ça va s'inverser. Alors, pour nourrir son maître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mendier. C'est-à-dire que l'écuyer, qui est le représentant du noble dans le livre, va être alimenté par la mendicité par l'aumône donné à son serviteur. Alors vous imaginez au niveau charge satirique ce que ça veut dire. Là on est dans un... Donc lui, bien sûr l'écuyer affiche un sens de l'honneur. Par exemple il se cure les dents alors qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours, sur le seuil de la porte pour montrer que voilà, socialement ça va, tout se passe bien, il mange à sa faim. Donc voilà ce genre de comportement qu'on a. Et à un moment quand même il finit par se demander mais pourquoi est-ce que cet écuyer est là? Et lui demande, il dit, pourquoi est-ce que vous êtes à Tolède? Qu'est-ce que vous faites à Tolède? Et l'autre lui donne une réponse qui est précisément la réponse qu'on pouvait soupçonner, c'est qu'en fait c'est l'un de ces nombreux écuyers qui est en fait un prétendant, qui essaie on va dire, de rentrer en contact avec certaines personnes, certains nobles plus élevés pour obtenir une rente ou un bénéfice. Et alors voilà ce qu'il lui dit de ses possessions. C'est la citation que vous avez ici. « D'autant, disait-il, que je suis si pauvre que je n'ai en mon pays à guère plus de 16 lieues du célèbre coteau de Valladolid, donc là il fait référence à l'endroit d'où il vient, où je naquis un fonds à bâtir qui, s'il l'était, c'est pour ça qu'il n'est pas bâti, et bien bâti, ne vaudrait pas moins de 200 000 maravénismes. En fait, il n'y a rien du tout. Selon qu'on pourrait y faire grande et bonne maison. Outre cela, j'ai un colombier qui, s'il n'était en ruine, comme il l'est, me rendrait plus de 200 pigeonneaux lents et d'autres biens encore que je veux nommer, lesquels abandonné pour mon honneur, c'est abandonné pour venir en fait réclamer à Tolède un meilleur traitement de ma personne et de ma réputation. Donc cette confidence que vous avez ici d'écuyer, c'est véritablement une confidence, on se rend compte qu'effectivement tout ce qui était de l'ordre de cette construction sociale s'effondre totalement et ça, Lassalio le voit, le comprend que finalement ce concept d'honneur que manient ces gens-là est totalement une façade, en fait, un effet de pan, et que derrière il n'y a rien en fait, il n'y a rien du tout qui subsiste. Et tout ceci, à mon sens, peut expliquer finalement la décision finale de Lassalio de tomber définitivement dans l'anti-honneur, puisque cet honneur-là qu'on lui propose, c'est un honneur finalement totalement mensonger. Et voilà ce que finit par lui dire l'écuyer, je voulais terminer, excusez-moi, j'ai oublié de le citer. « Je vais en cette ville où je pensais trouver quelques bons partis, mais mon est advenu tout autrement, dit l'écuyer. Chanoines et gens d'église, j'en trouve assez, mais ce sont des gens si chiches, donc si radins en fait, que le monde entier ne leur ferait forcer le pas. Il y a aussi quelques gentilshommes de médiocre noblesse qui me prient, mais servir à de telles gens, c'est grand peine, car ici il faut muer en homme à toute main, ou sinon on vous dise allez à Dieu. Alors allez à Dieu, ça veut dire en fait on vous envoie balader, c'est ça, allez à Dieu. Et si le plus souvent vous payez le salaire à long terme, l'ordinaire le plus sûr c'est tant tenu, tant payé. Voilà. Aucune voie ne lui permet d'obtenir ce qu'il voudrait, à savoir une position économique un peu consolidée. Alors ça fait référence effectivement historiquement au fait que beaucoup d'Hidalgo avaient du mal, au bout de quelques générations, à prouver qu'ils étaient effectivement nobles. Alors quel était l'intérêt? C'est que l'Hidalgo, qui est un peu le niveau zéro, en fait, le premier niveau de la noblesse, avait jouissait d'une exemption fiscale, ne payait pas d'impôts. Bon, il y avait toute une série de droits en plus. Mais le problème, c'est que quand on perdait la mémoire dans un lieu que quelqu'un était noble,
pour prouver qu'on l'était, il fallait faire toute une série de démarches juridiques qui coûtaient extrêmement cher. Il fallait obtenir en fait une sorte de lettre de créance de la part du roi, prouvant qu'on provenait d'une famille noble. C'est une démarche très coûteuse et beaucoup perdaient ainsi leur noblesse en fait. Quand ils n'étaient pas obligés de travailler, alors vous savez que dès qu'un noble travaillait, du coup il n'était plus noble. Les gens le voyaient travailler de ses mains, c'était fini. Donc voilà. Donc comme vous voyez, effectivement, on a ce portrait d'un anti-honneur, très clair dans le Lassalio, mais il apparaît un peu comme le résultat, le choix de Lassalio, c'est le résultat de son observation lucide en fait de la société dans laquelle il vit. C'est ça qui est assez étonnant. Donc le héros peut paraître abject, effectivement, mais la société dans laquelle il vit, elle l'est encore plus, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle de relation de cause à conséquence finalement. Et on peut véritablement penser que le fait de devenir mari cocu, c'est une décision qu'il prend librement. C'est l'usage de son libre arbitre. Il décide ça, notamment après cette conversation avec l'archiprêtre qui lui fait lever finalement ses dernières réticences morales. Excusez-moi. Bon. Alors, on va retrouver finalement une problématique peut-être un peu différente dans le Gusman, mais aussi, je vais parler un peu plus brièvement, ne vous inquiétez pas, mais donc là, qui est un texte extrêmement vaste, ça je vous dis tout à l'heure que je ne voulais pas vous montrer l'édition critique parce que c'est un livre tellement épais que je pense que ça m'est traumatisant, c'est qu'on ne va jamais le lire, puisque le texte en lui-même fait 900 pages, mais l'éditeur n'a rien trouvé de mieux que rajouter 900 pages de notes. Le livre, c'est 1800 pages, c'est très pratique. C'est un livre que vous ne pouvez pas demander à vos étudiants d'acheter quand vous êtes à l'université. Regardez, ça tient dans... C'est un livre qui fait 15 cm de haut au moins. Donc en plus avec un format poche, donc c'est absolument affreux ce livre. De ce point de vue-là. Bon, donc c'est un livre extrêmement vaste, publié en 2 parties, 1599 pour la première, 1604 pour la seconde, et qui est l'un des grands romans, on va dire, du XVIIe siècle, qui lui renforce encore plus ce genre picaresque. Alors selon certains critiques, en fait, c'est quand le Gusman apparaît que le genre picaresque n'y est véritablement, puisque le texte dont je voulais parler, 1554, est un texte complètement isolé. Et jusqu'en 1599, il n'y a pas d'autre texte picaresque. Pendant 45 ans, on n'a pas d'autre texte qui puisse être rapproché du Lassalio. Alors ce que l'on sait en revanche, c'est que Matteo Alemann est un très grand lecteur du Lassalio, puisqu'il l'imite très précisément. Ça se voit, il y a toute une série de correspondances. Donc là, on est face au premier grand écrivain qui est un imitateur de ce texte de 1554. Alors il ne l'a connu, alors ça c'est assez émouvant de le penser, il ne l'a connu que sous sa version expurgée. C'est-à-dire que Matteo Alemann n'a jamais pu lire sans doute une version globale du Lassalio. Parce que dès 1559, l'Inquisition, dans son premier index, place comme texte à interdire le Lassalio. Parmi les nombreux textes qui sont interdits, bon, il y a des textes assez variés, des textes luthériens bien évidemment, calvinistes, des textes considérés comme hérétiques, mais aussi certains romans. Et dedans, il y a le Lassalio considéré comme présentant une satire cléricale beaucoup trop puissante, beaucoup trop forte. Donc du coup, effectivement, on a une version expurgée qui apparaît en 1573. Comme vous savez, c'est les fameuses pratiques des inquisiteurs qui raillent comme ça des pages entières. On voit des traces de charbon sur les pages entières. Ça ne peut pas repasser à l'impression. Donc il a vraisemblablement connu un Lassalio qui a été amputé du tiers du texte à peu près. Alors, c'est un texte très court, il fait 80 pages. 70-80 pages, c'est extrêmement court. Mais un tiers du texte avait disparu dans les oubliettes. Alors à moins qu'il ait eu accès à des livres, à des exemplaires cachés secrets, ce qui est tout à fait possible aussi, qui circulaient sous le manteau, normalement il n'a pas lu la totalité. Et on le voit dans les références qu'il y fait en fait. Donc, ce que propose Matteo Alemann, c'est, on va dire, un artifice un peu différent sur le plan romanesque. Lui tend à revendiquer, Matteo Alemann, le fait qu'il a écrit le Gusman del Farace, ça n'a rien à voir avec l'auteur anonyme. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas derrière un personnage, il ne dit pas Gusman est l'auteur du texte, il se présente bien comme étant l'auteur du texte. Et il nous explique très bien pourquoi. Comment le personnage a réussi à écrire ce texte-là. Parce que sinon, enfin, pour Lassalio, on ne comprenait pas comment il a réussi, par exemple, à manier du Cicéron, etc. C'était assez mystérieux. Là, en revanche, il va nous laisser nous transmettre des choses parfaitement vraisemblables. C'est-à-dire que le lecteur peut adhérer à ce discours-là parce que c'est vraisemblable. Il écrit lui-même sa vie, donc le personnage principal, nous dit Matteo Alemann, là c'est Matteo Alemann qui écrit, dans le prologue. Il écrit lui-même sa vie dans les galères, où il demeure forçat à la cadène, à la chaîne en fait, pour ses crimes, comme tu verras bien, Emma le lecteur, au long de la seconde partie. Aussi ne trouveras-tu pas étrange, ayant de propos, qu'il lui échappe quelques traits de doctrine dans la première partie. Il paraît même plausible et raisonnable d'en attribuer l'usage à un homme de bon jugement, lettré, rendu sage par le temps, et soucieux de mettre à profit ce que lui en laisse pour ses loisirs la galère. Là, c'est une formulation quand même qui est assez comique,
puisque en fait Gusman est en train d'écrire ses mémoires alors qu'il est forçat et condamné aux galères. Alors, si vous avez tant soit peu une petite idée de ce qu'étaient les galères à l'époque, je ne pense pas que ça laissait beaucoup de loisirs pour écrire, peut-être les périodes d'immobilisation, mais surtout que l'espérance de vie d'un galérien était entre 3 et 5 ans, pas plus. Après, il était mort, d'épuisement. Donc on a du mal à imaginer que la galère soit le lieu propice, soit une sorte de studio loom, comme disaient les humanistes, pour écrire le récit de sa vie. Ça paraît quand même assez peu probable. Mais ce qui est vrai, c'est que Matt Lehman va véritablement respecter ce programme-là. Ça, c'est un énoncé un peu programmatique, on est au tout début du roman, parce que son personnage va effectivement suivre le séminaire, va faire des études de latin et de grec. Donc il a effectivement de vraies connaissances. Il a été formé, il a fait 5 ans d'université, enfin 5 ans de séminaire, et il est effectivement formé pour pouvoir écrire un texte comme ça. Donc là, on n'est plus dans le flottement qu'on avait pour le Lassalio, où effectivement, tout à l'heure, je vous avais dit, on ne sait pas d'où le personnage sort sa capacité d'écriture. Donc voilà, ça c'est la justification effectivement initiale des capacités du personnage. À partir de ce moment-là, le personnage va se chercher véritablement en fait, un destin, tout au long du Gusman, puisqu'il part de Séville, il abandonne sa mère, son père est mort et il abandonne sa mère, et va, comme en espagnol, buscarse la vida, il se cherche un peu la vie, il cherche à s'inventer une vie dans une longue pérégrination qui va le conduire d'ailleurs en Italie assez longuement. Donc ce personnage-là, quand il arrive en Italie, je vais aller directement à ce type d'épisode-là, décide en fait de pratiquer la mendicité. Voilà. Et là, on a beaucoup de références effectivement au Lassalio et au premier chapitre où le Lassalio était avec le mendiant aveugle, son premier maître. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher lui aussi l'équivalent du vieil aveugle qui avait formé Lassalio, c'est ce qu'il écrit ici. Plus tard, et pour apprendre à me gouverner, je me mis à suivre d'autres compagnons plus anciens dans la faculté, c'est-à-dire plus anciens dans la mendicité, et qui étaient maîtres en finesse. Je m'en allais avec eux à certaines charités bien connues que certaines personnes faisaient au matin dans leur maison particulière. Parce qu'effectivement, la particularité, c'est que les mendiants rentraient chez vous, tapaient à la porte, rentraient, etc., vous donnaient de l'argent, c'était pas comme aujourd'hui, c'était assez différent, quoi. Et c'était une pratique effectivement très importante du point de vue social, puisque c'était pour les riches une façon de sanctifier, comme disait Gaviac tout à l'heure, sanctifier leur richesse. Parce que bon, il y a quand même toujours présent à l'esprit la parole du Christ, comme quoi il est plus difficile à un riche de gagner le royaume des cieux qu'un chameau passé par le chat d'un aiguillon. Donc ça, c'est quand même, l'enseignement est réel. C'est que le riche est peu prédisposé quand même à gagner le royaume des cieux. Donc ça, à l'époque, comme on est obsédé par le salut quand même de l'âme constamment, on le sait. Bon. Alors donc il intègre, et c'est son premier choix, il intègre une sorte de contre-société qui est régie carrément par quelque chose qui est assez cocasse, qui sont en fait des ordonnances, qu'il appelle les ordonnances de gueuserie, ordenanzas medicativas. C'est-à-dire que vous pouvez mendier, mais pas n'importe comment. Il y a toute une série de règles à respecter. Et donc ces ordonnanzas sont suivies par tous les mendiants romains, si j'ose dire, qui sont à Rome, sous peine sinon d'être exclus de la communauté des mendiants. Et le personnage principal, il y a une sorte on va dire, de patriarche des mendiants qui s'appelle Miser Morcone, que vous avez ici, que le livre qualifie de prince de cagnardise et archigueux de la chrétienté, donc il a une sorte de titre presque papal, mais pour les pauvres, pour les mendiants. Alors là, vous retrouvez des traits d'humour qui sont très présents, je dirais par exemple chez Rabelais, parce qu'on est dans la création verbale, en plus on a des néologismes, parce qu'effectivement, archibribon et christianismo, c'est un néologisme, il y a toute une série de principe et les poltron, etc. On a effectivement ici des néologismes qui sont très proches de ce que peut faire Rabelais, en fait. Créer des personnages, on va dire, carnavalesques, ici. C'est un personnage complètement carnavalesque. Bon. Alors ça, c'est sa première, on va dire, tentation, en fait, pour essayer de se trouver une voie, de se trouver un chemin dans cette vie errante qu'il mène. Mais après, il va décider de rentrer... bon, ça, ce sont les lois que je vais passer. Oui, on est dans un contexte, effectivement, dont je vous avais parlé tout à l'heure, je ne vous avais pas parlé de ces deux titres-là, je voulais vous en parler à présent. On est dans un contexte, effectivement, où il y a beaucoup de textes critiques sur l'abondance, l'importance, en fait, des mendiants, le trop grand nombre de mendiants. Alors, je vous en avais parlé tout à l'heure avec la citation de Michel Cavillac. Un des premiers grands traités européens qui vise à réformer la bienfaisance, qui vise à réformer, effectivement, à lutter contre la mendicité, c'est un traité d'un humaniste excessivement intéressant, espagnol, Juan Luis Vives, qui est un humaniste valencien, mais qui a vécu la quasi-totalité de sa vie, en fait, dans les Flandres. Donc, entre Bruges et Gand, on va dire, qui est mort là-bas, d'ailleurs. Et qui n'a aussi vraisemblablement pas écrit une seule ligne en espagnol, il a toujours écrit en latin. Voilà.
donc son De Subventione Pauperum, ou le traité de secours qu'on apporte aux pauvres, publié en 1526, va être un texte qui va avoir énormément d'écho dans toute l'Europe, qui est considéré comme un texte, on va dire, un peu puritain, en fait, d'inspiration un peu protestante, dans la gestion, en fait, des mendiants. Mais ces idées-là vont être reprises en Espagne par un ami très proche de Matteo Alemán, de l'auteur de Guzmán, qui est Cristobal Pérez de Herrera, qui était en fait un médecin des galères du roi. Donc là, on retrouve aussi les galères qu'il présente, qui était un médecin des galères du roi, et qui a écrit un traité de réforme de la bienfaisance qui s'appelle Amparo de Pobres, qui veut dire littéralement protection apportée aux pauvres. Amparos, amparar, c'est protéger en fait. Et qui est publié en 1590, donc l'année avant Guzmán. On est vraiment dans une concomitance historique très forte. Et on se rend mieux compte en fait que tout ce que nous propose Matteo Alemán ici, en fait, est une vision très critique de la société aussi. Pérez de Herrera avait une idée très simple qui était en fait d'exclure l'Église de la bienfaisance. C'est une idée très forte à l'époque. C'est-à-dire d'exclure l'Église, je parle mal en fait, de laïciser en fait la bienfaisance. Il disait il y en a marre que ce soit l'Église qui gère toujours les pauvres. C'est nous, société civile, d'une certaine manière, qui devons créer en fait des auberges pour les pauvres. Alors son idée, elle est assez révolutionnaire à l'époque. C'est qu'en fait, il incite les municipalités, les mairies, à créer des auberges de pauvres, où en fait les pauvres doivent travailler, faire des travaux manuels, qui peuvent être ensuite vendus, et ils ont droit seulement à 1 heure de mendicité par jour. Le reste du temps, ils travaillent. L'idée est véritablement celle que je vous avais parlé de Saint Paul tout à l'heure, de l'épître paulinienne, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est vraiment quelque chose que vous trouvez beaucoup dans les sociétés, je dirais, anglo-saxonnes, cette espèce de rapport au travail un peu obsessionnel. Alors là, nous qui pensons toujours aux Espagnols comme champions de la sieste et de la paresse, etc., là vous avez une autre Espagne que vous avez en face de vous avec Alemán et Pérez de Herrera, c'est-à-dire une Espagne qui est très réformatrice. Et c'est assez surprenant de voir ces pensées-là, qui pour nous sont des pensées du Nord, du monde anglo-saxon ou protestant, de voir les mêmes idées en Espagne, c'est assez surprenant. Alors, malheureusement, ça vous pouvez l'imaginer, malheureusement, je ne sais pas, enfin c'est à vous d'en juger, hein. C'est que historiquement, cette tentative de Pérez de Herrera, il avait l'accord d'ailleurs de Philippe II, du roi d'Espagne, qui est mort en 1590. Donc là, ça porte un petit peu, ça coupe court à cette volonté réformatrice, mais on sait que dans 5 villes espagnoles, on a créé effectivement ces auberges. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas réussi à les pérenniser. Elles ont duré 5-10 ans et pas plus. Donc il y a eu véritablement une tentative de réforme. Il n'y a pas eu non plus un laisser-aller. Le problème, c'est que la monarchie espagnole a repris sa forme classique, si j'ose dire, et est allée vers son penchant naturel, qui est, comme vous le savez, de vivre absolument au-dessus de ses moyens, constamment jusqu'à l'effondrement des Habsbourg en 1700. Donc ça, c'est le problème espagnol, c'est que, effectivement, la monarchie ne veut pas s'impliquer dans, on va dire, la réforme de la bienfaisance. Ce qui intéresse avant tout le roi, c'est la guerre, c'est le théâtre européen, c'est maintenir son royaume. Mais ce n'est pas finalement de nourrir les pauvres, ça ne l'intéresse absolument pas. Il veut déléguer ça au maximum aux municipalités. Et c'est pour ça qu'Alemán nous parle autant de Rome. Et c'est pour ça aussi que la Saline nous parle autant de Tolède. Il nous parle en fait de villes, de municipalités concrètes, et d'ordonnances qui sont promues, de décrets qui sont des décrets municipaux. Effectivement, il n'y a pas de politique nationale, si j'ose dire, pas de politique monarchique, seulement des politiques municipales par rapport à la pauvreté. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant en fait. Là, on se rend compte que le monde de cette époque-là n'est pas le nôtre, en fait. C'est très décentralisé, si j'ose dire, d'une certaine manière. Donc, cette concomitance-là, effectivement, ces différents textes vont quand même donner lieu à une réforme en Espagne, mais une tentative de réforme, tout au long du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, sous le règne de Philippe III. Mais alors, Guzmán se dit qu'effectivement, il doit quand même trouver un moyen de se sustenter plus sérieux, et il décide de devenir page. Alors il entre au service, il devient page, excusez-moi, d'un cardinal romain. Alors là, le cardinal romain était assez sulfureux, vous savez, de réputation à l'époque, vous pouvez imaginer. Bon, ils le sont toujours aujourd'hui. Il y a une affaire qui est sortie il y a quelques jours sur un cardinal romain notamment, dont je ne parlerai pas. Mais effectivement, les cardinals romains sont connus pour leur vie, disons, presque libertine, en tout cas très dispendieuse, etc. Il y a beaucoup, ils sont très attaqués par les luthériens notamment. La papauté est attaquée, notamment les cardinaux, constamment. Donc il va entrer au service de ce cardinal-là, qui va essayer de l'éduquer un petit peu, de faire rentrer dans le monde. Donc il écrit « Me voici page, me voilà page, pardon. Dieu nous va garder depuis toute chose violente qu'on ne peut faire, excusez-moi, qu'elle ne monte ou ne descend en quête de son centre, qu'elle désire toujours. On m'avait tiré du paradis pour m'abaisser à servir, tu vas voir que j'y fus bien peu assidu. » Effectivement, c'est la première fois qu'il sert véritablement un maître de manière suivie. Il va faire toute une série de misères à ce cardinal, il va lui voler plein de conserves. Et voilà, ce cardinal, notamment des conserves qui sont des conserves de fruits qui à l'époque étaient quelque chose d'assez rare.
Mais le cardinal, loin de le condamner, en fait, l'encourage un petit peu dans ces jeux, une sorte de rivalité entre les deux hommes. Il faut voir si Guzman sera encore plus ingénieux qu'il ne le pense. Et le deuxième mec qui va servir à Rome, c'est un ambassadeur. Et un ambassadeur français. Alors là, c'est quelque chose aussi de très intéressant dans la représentation de la vision qu'ils avaient de la France à l'époque. Alors, l'ambassadeur français est un personnage extrêmement subtil. On a l'impression de voir apparaître véritablement un politique machiavélien, dans le sens positif du terme, machiavélien dans le sens très fin, très rusé, etc. Donc, on voit un peu la vision des Français qu'ils avaient à l'époque, qui est la vision qu'on retrouve dans tous les textes d'ailleurs de théorie politique à l'époque. Les Français, pour eux, c'est François Ier, et puis après ça va être Louis XIV, c'est-à-dire des machiavéliens absolument infernaux. Ils détestent aussi Henri IV, l'Espagnol, qui voit comme un roi un renégat, converti du protestantisme au catholicisme. Donc ils se méfient beaucoup des Français qu'ils trouvent ils nous appellent politicos, très politiques dans le sens machiavélien en fait. On n'a pas des colonnes vertébrales pour eux, selon les alliances. Ils ont notamment été très frappés à l'époque de François Ier par l'alliance avec le Turc. Ça, pour eux, c'est quelque chose d'inconcevable, en fait, que les catholiques puissent s'allier aux Turcs, les Ottomans, c'est ce que fait François Ier, effectivement. Donc, ils nous trouvent très politiques, donc c'est pas étonnant que l'ambassadeur de Rome soit un personnage aussi, finalement, aussi machiavélien, et bien peu hispanique dans le comportement. Mais en tout cas, cet ambassadeur-là lui apprend énormément de choses. C'est un bon maître, pour le coup. Alors il dit de lui, il ne m'assignait point de place et d'office arrêté, je le servais en tout, aussi me payait-il de tout. Tantôt il me donnait, tantôt je prenais à sa main en raillant, pour parler clair, j'étais son bouffon, comme d'autres m'appelassent truand et conteur de sornettes. Alors, mais malgré tout, il l'écoute, en fait. C'est-à-dire que l'ambassadeur le consulte, il prenait plaisir à mourir, et plus que pour mourir, comme un jardinier ingénieux, il tirait les fleurs qu'il jugeait dignes d'entrer au bouquet qu'il faisait, et laissait le reste pour son passe-temps. Il s'entretenait en particulier avec moi des choses qui se disaient par d'autres en public, et non pas seulement avec moi. Comme il était désireux de savoir, pour ne jamais rien faire que bien à point, il recourait aux gens d'esprit, les honorait, les protégeait, et s'ils étaient nécessiteux, leur subvenait autant qu'ils le pouvaient aux choses qu'ils voyaient leur faire besoin, mais sans que les présents parussent des aumônes, et de si bonne façon qu'ils les laissaient contents, pourvus et reconnaissants. Donc voilà, l'ambassadeur français est un champion dans l'art de se créer une clientèle, comme vous voyez ici. Comportement vraiment paternaliste, protecteur, avec beaucoup d'élégance. Voilà, ça c'est la représentation du français à Rome, ici. Donc ce personnage, en fait, de l'ambassadeur, à mon sens, va beaucoup influencer quand même Guzman, au point que quand il va revenir en Espagne, il va commettre toute une série de méfaits, et va finir aux galères, comme je vous le disais initialement. Et aux galères, il est contacté, il est approché par un autre galérien qui est extrêmement dangereux, qui s'appelle Soto, alors ça se prononce comme ça se prononce, S-O-T-O. Et ce Soto lui propose rien de moins que d'organiser une mutinerie et de prendre le contrôle du bateau, du navire ou de la galère. Alors là, Guzman se dit, bon, il y a deux choses. Soit, effectivement, je le suis dans la révolte, dans la mutinerie, alors là, je serai proscrit à la vie à tout jamais, et là, si je suis attrapé, je suis exécuté immédiatement. Soit je décide de rentrer dans l'embarras et finalement de prêter allégeance au roi d'Espagne à nouveau, essayer de me faire réhabiliter en sauvant le bateau et en dénonçant le complot. C'est un peu l'alternative qu'il a à la fin du texte, qu'on lui propose. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, fort des leçons en fait, qu'il a reçues de l'ambassadeur, il va voir là où aussi s'employer de choses son profit, comme disait Lassarillo. Et son profit, c'est bien évidemment pas d'épouser la mutinerie. Son profit, c'est de dénoncer la mutinerie, de se servir de cette dénonciation, cette délation, pour obtenir sa grâce, comme galérien. Et c'est ce qu'il va essayer de faire, effectivement, à la fin du texte. Alors là, c'est donc ce fameux dénouement, comme je dis, qui est un dénouement assez étonnant, en fait, et qui vraiment a le profil en fait, d'une sorte de vocation tardive du personnage. Il faut le mettre en relation, ce choix finalement de ce qu'on appelait la raison d'État à l'époque, de protéger finalement la monarchie et de rentrer dans le rang. Il faut le mettre en rapport avec une découverte que fait Guzman tardivement. C'est la découverte que finalement, il aurait une vocation marchande. Il aurait pu être un très bon marchand. Au lieu de faire tout ce qu'il a fait, toutes ces formes de délinquance que le texte accumule, eh bien, il aurait pu investir intelligemment son argent et finalement le mettre dans des affaires, dans des négoces qui auraient fonctionné. Et voilà la citation où il dit précisément à la fin du texte. Et donc, je mis tous mes petits moyens, tout ce qu'il avait, en vivre
c'est des choses qui sont vendues sur le bateau, effectivement, il achète du vivre et il les revend. Sur quoi je devais gagner le double. On va bien le... Et il me récit fort bien. Avec la permission de mon maître, je fis de ce gars-là un petit habit à la guise des vieux forçats. Les malheurs commençaient désormais à me dessiller les yeux et à me faire voir la lumière de ceux qui suivent la vertu. Alors, c'est un passage qui, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre, puisque là, Gusman, alors c'est pas du tout la même illumination que Lazare, qui avait décidé finalement de se compromettre avec l'archiprêtre, de devenir mari cornu. Lui, il vous dit tout simplement, le salut, il est dans l'investissement productif de l'argent. C'est pas une thèse excessivement catholique, si vous le soixantaine, c'est une thèse qui n'est pas du tout catholique, disons-le, même si certains théologiens défendaient le fait que les marchands puissent manier de l'argent de manière, on va dire, de manière légale, enfin acceptable sur le plan moral et catholique. Alors là, on a une autre résolution finalement de l'équation, si j'ose dire, sociale. Face au comportement, face aux fausses formes de noblesse, au comportement des nobles, à l'absence de travail, ce que vous dit Matteo Aleman ici, c'est bien différent, c'est qu'il vous dit, eh bien, si l'Espagne prenait la direction à la fois d'une réforme de la bienfaisance et d'un investissement productif, c'est-à-dire un fonctionnement économique plus proche, on va dire, des États du Nord, en fait, de l'Europe, eh bien, on parviendrait à trouver une forme d'illumination. Ce qui est une thèse qui n'est pas du tout une thèse, mais vraiment catholique. Même si je vais vraiment insister sur ce fait-là, c'est que Matteo Aleman, de ce point de vue-là, suit quand même les traces de plusieurs théologiens des années 1570-1580, qui ont écrit des traités sur les contrats, notamment sur les contrats financiers, et comment faire en sorte que les contrats financiers soient moraux. Alors ça nous semble absolument étonnant, mais il y a notamment Tomás de Mercado, qui s'appelle donc Tomás de Mercado, je vous l'ai écrit, c'est M-E-R-C-A-D-O, donc comme le marché, Tomás de Mercado, qui est en fait un très grand théologien, et qui a écrit une Summa de Tratos y Contratos, donc une somme de traités et de contrats, qui explique comment il faut négocier en fait un traité, négocier un contrat d'investissement pour qu'il soit catholique. C'est extrêmement surprenant, c'est un texte qui fait 500-600 pages, qui est très très long, qui détaille énormément de clauses, et on se rend compte, si on gratte un petit peu, si on enquête sur Tomás de Mercado, que lui-même est fils d'un marchand juif. Voilà. Je dirais CQFD. On retombe toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il provient d'un milieu effectivement où on maniait réellement de l'argent. Alors, c'est pas pour construire une sorte de philosophie judéo-converse, même si pour certains auteurs, il y a une Espagne conversa, une Espagne judéo-converse qui existe même jusqu'au XVIIe siècle constamment, et qui est porteuse d'une autre norme que la norme catholique intransigeante qu'on peut imaginer. Et c'est effectivement, le pays est beaucoup plus riche du point de vue de l'histoire des idées qu'on peut le penser initialement. C'est certain, et ça se voit donc même évidemment dans la jeunesse du roman espagnol. On retrouve ces tendances-là. Donc voilà, donc effectivement, à la fin du texte, Gusman sauve la galère, dénonce le complot. Alors, pour certains critiques, notamment nord-américains, cette délation est insupportable, alors que peut-être qu'à l'époque, je veux dire au XVIIe siècle, la délation n'était pas du tout scandaleuse, ce que je veux vous dire. C'est qu'en fait, il dénonce un complot qui est en train de se faire, et il faut voir par qui est fait le complot aussi. Il est fait par des galériens abjects, donc peut-être qu'il a le droit de dénoncer l'abjection. Voilà. On voit des lectures contemporaines qui sont complètement anachroniques, qui disent ah non, c'est honteux cette délation, on se croirait à Vichy, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce genre de délation là, on parle d'autre chose. D'ailleurs, il y a plein de traités théologiques sur la délation qui existent à l'époque. Donc on voit bien qu'effectivement, Aleman, là, il est totalement dans les clous théologiques de son époque. Donc voilà. Et le texte se termine sur ceci, sur cette citation-là, qui est la toute dernière phrase du texte. Et le capitaine exaltant jusqu'au ciel ma bonté, c'est-à-dire qu'il est récompensé par le capitaine, mon innocence et ma fidélité, me demandant pardon du mauvais traitement passé, parce qu'effectivement il avait été accusé à tort de plusieurs méfaits, commanda qu'on m'ôtât les fers, voulut que j'allasse par la galère en liberté, en attendant les lettres patentes de sa majesté, qui me la remplissent tout entière, comme elle en était suppliée par tout le corps assemblé. Alors le problème du texte, c'est que le texte se termine comme ça, et qu'on ne sait pas si Gusman est libéré ou pas. Ça arrive comme ça. Fin en suspension. Alors c'est pas le cliffhanger des séries actuelles, mais on est dans une fin en suspension, effectivement. On ne sait pas si le personnage est libéré ou pas. Alors il y a même une troisième partie des apocryphes qui n'est pas de Matteo Aleman, du Gusman, où il est finalement libéré et il devient moine après. Tout un parcours, il devient moine, qui est écrit. Troisième partie, il est écrite par un Portugais vers 1656, donc beaucoup plus tard. Voilà. Donc on a cette espèce de fin en suspens. Ce qui est certain, c'est qu'ici on a donc vraiment une évolution du genre, du genre picaresque, avec vraiment une consolidation du genre dans sa méthode d'écriture,
mais un sens qui, vous voyez, n'est pas le même sur le plan des idées, en fait, idéologiques. On est une évolution, quand même, clairement. Alors, je vais juste terminer par quelques remarques assez brèves, parce que j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps, et me demander s'il y a des survivances, en fait, picaresques plus tard dans le XVIIe siècle. Alors, je vais vous parler de finalement quelque chose d'un tout autre ordre en apparence, qui est de l'ordre de l'histoire de l'art et de l'iconographie, en fait. Parce que, bon, des survivances picaresques, vous allez en trouver partout. Le genre est très très actif. Jusqu'au XVIIIe siècle, il y a beaucoup de productions. Même dans la littérature mexicaine naissante, on a des romans picaresques, on en a au Nouveau Monde. Je ne vais pas citer la liste, mais il y a énormément d'auteurs picaresques. Jusqu'à, on va dire, Estebanillo González en 1662, il y a beaucoup de textes picaresques. Il y a plusieurs volumes importants, il y a une anthologie avec plusieurs volumes, donc c'est dire s'il y a beaucoup de romans. Sachant que je vous ai parlé des deux principaux, celui de Quevedo, j'ai préféré le mettre de côté parce qu'en fait, c'est une sorte de réponse des nobles au roman picaresque, donc c'est une sorte de contre-roman picaresque. C'est que si on l'étudie, je pense que ça aurait plus brouillé les choses que toute autre chose. Voilà. Mais alors, ces survivances, curieusement, c'est en fait chez quelqu'un qui n'est pas à proprement parler picaresque, qu'on les trouve, c'est chez en fait Velázquez. C'est une thèse que je vous propose. On va en discuter après lors des questions. On va en discuter même pas des questions, on va en discuter en fait, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des réserves. Et il me semble que Velázquez est assez sensible, on va dire, à cette espèce d'environnement picaresque. Si on entend par picaresque une référence à la quotidienneté, à la matérialité, à la dureté de la vie, à la pauvreté, aux conditions sociales réelles, à une forme de réalisme en fait. Alors, donc Velázquez c'est 1599-1660, donc on ne le présente pas, là c'est Velázquez en version française, avec le S, sinon c'est Velázquez en espagnol. J'ai mis les deux formes, ça je m'en veux, parce qu'après j'ai mis la forme espagnole, je m'en suis rendu compte. Donc c'est, vous savez, l'un des très grands peintres baroques espagnols, un génie de la composition notamment, Velázquez, qui rend à peu près fou tous les historiens de l'art, parce qu'il y a une sorte, déjà en Espagne il y a une sorte d'anomalie, un peu comme le roman picaresque l'est, parce qu'il a une telle singularité qu'il est très surprenant. Donc il est formé, je vous rappelle juste par le peintre sévillan Pacheco, qui est l'auteur notamment d'un traité de peinture qui est très intéressant, qui est encore réédité aujourd'hui. Alors Velázquez est un élève très très doué, alors je vous ai mis plusieurs de ses premiers tableaux, vous avez un ordre d'idée de ce qu'il pouvait peindre à 18 ans, dont les premiers tableaux montrent une grande maîtrise expressive. Je suis désolé, c'est un côté un peu geek là ce que je vous ai mis, mais effectivement vous allez le voir un petit peu. Alors là on ne voit pas très très bien, malheureusement. Là donc c'est la métisse ou la mulata en espagnol, qui est un tableau qui se trouve à Dublin et qu'il a peint à 18 ans, où l'on voit une métisse que vous voyez ici en fait, qui est en train de travailler avec plein d'objets. Alors c'est une sorte de nature morte qui est intégrée, vous avez encore énormément d'objets que vous avez ici. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement le Christ en fait, qui est ici représenté par une ouverture en fait, que vous avez en haut. Donc ça fait déjà référence en fait, évidemment ici à l'humilité de ce personnage-là. Mais pour Velázquez, ce personnage, vous savez, c'est sans doute une esclave en fait, métisse, donc ce personnage-là qui la rend socialement, il n'est rien du tout en fait, à l'époque. Effectivement, on est très très peu de choses. Et bien il lui donne toute sa dignité, il la représente, et en plus en référence en fait, il fait référence clairement au Christ. C'est quelque chose d'assez étonnant. Donc il y a cet intérêt pour les scènes qu'on peut considérer comme des scènes de genre, mais qui sont très proches des héros représentés dans les récits picaresques. Alors, il y a une autre représentation qui est très célèbre de ce point de vue-là, c'est le Christ chez Marta y Maria, donc peint quand il a 19-20 ans, 1618-1619, qui est encore une peinture de l'époque sévillane, où là vous avez tout simplement donc, encore le même principe de l'ouverture avec une scène biblique au fond et une scène, on va dire, quotidienne, une scène de genre au premier plan. Une jeune fille donc, qui est en train de travailler, là ici nous avons à gauche, qui prépare effectivement des poissons de l'ail, qui est en train de broyer de l'ail, qui va préparer les poissons. On peut imaginer la recette, avec une jeune femme qui semble la contrainte, qui est vraiment un corps très présent, là, qui contrainte, qui en plus bloque le regard vers la gauche. Et elle fait référence effectivement à cette scène très célèbre du Nouveau Testament où le Christ effectivement prêche à Marie, tandis que Marthe s'affaire, et le Christ dit à Marthe, tu ne sais pas quelles sont les choses essentielles en fait, tu t'affaires sur les choses matérielles, mais l'homme ne se nourrit pas et la femme ne se nourrit pas que de biens matériels, mais aussi de choses spirituelles. Voilà. Donc c'est le grand apologue biblique en fait de Marthe et Marie. Donc on voit encore ce souci qu'a Velázquez, et qui vraiment, à mon avis, va l'accompagner toute sa vie, de la matérialité, de la quotidienneté constamment, quand il va peindre après des bouffons, les personnages au corps déformés, etc., et qui va les peindre avec beaucoup d'humanité. On retrouve cette vraie tendance en fait.
Un autre tableau schema qui est un véritable tableau picaresque en lui-même, c'est une vieille femme qui est en train de faire cuire des œufs, c'est le sens du titre que vous avez ici, avec là les œufs qui est en train de faire cuire le jeune garçon, etc., qui est encore un tableau de la même époque, 1619, qui est un tableau donc effectivement de l'époque encore sévillane, l'un des tout derniers que vous avez ici. Voilà. Mais le tableau qui m'intéresse peut-être le plus, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. C'est Les Buveurs, qui est beaucoup plus tardif. Hein. Il date de 1629-1630. Et alors, ce tableau est un tableau assez énigmatique, en fait, précisément, et on pourrait éventuellement manier la catégorie de picaresque pour en parler de certains de ces éléments. En fait. Ou en tout cas y reconnaître, on va dire, une sensibilité de Velázquez au thème picaresque. De même aussi que dans ce tableau-là, c'est vrai que je vous montrerai la Forge de Fulcar aussi, qui est un autre tableau aussi qui peut être vu en référence à effectivement cette espèce de quotidienneté, cette matérialité qui fascine tant Velázquez. Mais quelques réflexions, donc, si je reviens au Buveur, donc, qui est un tableau qui a été évidemment très très commenté, qui précède le premier voyage en Italie de Velázquez, où il va avoir le choc, enfin l'illumination du Caravage notamment, il va revenir complètement caravagiste. Et là, il est avant en fait la période Caravage, hein, même si on a des effets de clair-obscur, beaucoup de contrastes, etc., il n'a pas encore eu le choc Caravage qui là va vraiment absolument l'éblouir, hein, comme on le voit après quand il revient d'Italie, là il est totalement caravagesque, je dirais il est caravagesque au dernier degré, même si c'est pas une maladie, il en revient totalement bouleversé par ce qu'a fait Caravage en fait. Pour lui, vraiment, je pense qu'il veut faire sans doute à l'époque. C'est un art très contrasté, très expressif. Bon. Donc là, on a effectivement Dionysos ou Bacchus qui est descendu sur Terre pour venir couronner quelques-uns de ses disciples. Alors, il n'est pas très difficile d'être disciple de Bacchus, comme vous le savez. Il suffit juste d'avoir un tire-bouchon qui fonctionne et une cave. Donc voilà, mais il faut quand même savoir boire, effectivement, pour être intronisé. Donc là, on a effectivement un personnage qui est intronisé, avec quelques sympathiques disciples de Bacchus que vous avez ici. On voit les beaux visages des paysans. Légèrement avinés, et le personnage qui est en train de couronner d'un laurier, ici une couronne de laurier, et vraisemblablement plutôt un soldat, avant l'alignement qu'il a. Les autres sont plutôt des paysans, mais il semble être habillé comme un soldat. Il y a plusieurs traits de sa tenue, éléments de sa tenue qui font référence vraiment au soldat. Et on a en fait, dans la partie gauche du tableau, plusieurs assistants de Bacchus. Alors là, ça a été détruit le tableau a été endommagé en partie par un incendie du Palais Royal, qui a eu lieu en 1734, donc c'est ça qu'on voit assez mal en fait. Et la restauration n'a pas réussi à rétablir ceci. On a deux assistants de Bacchus, vous avez ici. Et bien sûr, ce qui est étonnant, c'est ce dieu venu en fait s'encanailler avec des personnages qui sont là sortis tout droit d'un roman picaresque. Hein. Ces personnages qu'on a ici, là, sont assez caractérisés, assez typiques, si j'ose dire. Et bien évidemment, ce qui a beaucoup intrigué la critique des historiens de l'art, c'est ce regard perdu du dieu. C'est-à-dire, que regarde-t-il exactement? Alors ça, bon, c'est une vaste question. Alors là, on peut effectivement laisser libre cours à l'imagination, on voit ce qu'il regarde. Mais j'ai voulu vous citer l'analyse, qui est une sorte de presque de rêverie un peu poétique, d'un des professeurs que j'ai eu à la Sorbonne, qui est Claude Esteban, qui est mort assez précocement, malheureusement, il y a presque une dizaine d'années, qui est un poète français, qui lui a écrit en français, et qui était aussi historien de l'art. Alors il propose une interprétation de ce tableau-là en faisant référence effectivement au roman picaresque, en tout cas on va dire à la pensée picaresque. Alors je l'ai mis ici, c'est Claude Esteban le nom, et ça s'appelle Les Gueux en Arcadie, c'est un petit essai qu'il avait publié en 2000. Et il écrit donc, et je reviens donc une fois de plus à cette scénographie des buveurs. J'avais cru en déchiffrer presque tout, et voici que quelque chose soudain me sollicite, à quoi je n'avais pas pris garde, et que les spécialistes du peintre négligent aussi. On passe sous silence. La présence, même discrète, esquissée, suggérée plutôt sur la toile d'un paysage. C'est vrai qu'effectivement, c'est présent. Moins que dans notre tableau de Velázquez, vous allez me dire. Les tableaux de chasse de Baltasar Carlos ou de Philippe IV, effectivement, ou de Olivares, on voit véritablement un paysage, mais il apparaît effectivement ici. Et il précise un peu plus loin, qu'en est-il, à tout le moins pour Velázquez, et puisque nous ne quittons pas les borrachos, qui est le nom espagnol dans ce tableau, de cette intrusion toute nouvelle du monde extérieur dans une scène qui, grossière et picaresque selon certains, aurait pu trouver un cadre plus adéquat au fond de quelques tavernes de Séville ou sur la place de ce Clodover. Et là, il a raison, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ce triomphe de Bacchus
Velázquez a décidé de le peindre en pleine nature et pas dans une taverne. Ça n'est plus logique. Pourquoi cette présence de la nature ici, aussi forte, hein? Mais peut-être que Velázquez, qui n'y croit plus guère, pense encore, et avec d'autres peintres de son âge, Poussin par exemple, ou Claude le Romain, à je sais quelle lointaine Arcadie. Donc c'est un peu la théorie qu'il a, c'est qu'on a des picaros qu'on va placer dans une sorte d'Arcadie. Et il termine par ce très beau développement. Velázquez, me semble-t-il, dans la fougue qui est alors la sienne, veut prouver ou démontrer quelque chose. Et c'est en vérité que les dieux, même déchus, même mélancoliques, et le visage de Bacchus trahit tout cela, hein, cette espèce de mélancolie, habitent et honorent la campagne, excusez-moi. Ils sont païens, c'est-à-dire pagani en latin, familiers de la terre immense, paysans, puisque le mot français est tout chargé de connotations rustiques, campesinos, pour retrouver le beau vocable castillan. Donc voilà, c'est comme ça qu'il voit les choses. Effectivement, il y a cette lecture très intéressante et quand même cette fascination effectivement de Velázquez pour la matérialité. Après, juste un petit tout dernier mot pour achever. Les survivances picaresques, il y en a de très très nombreuses, hein, comme vous le savez, dans la littérature universelle, puisque le genre va d'abord migrer en France, avec Le Sage qui va être un excellent adaptateur des textes picaresques, notamment du Guzman. Il va en donner une version, comme je vous ai dit tout à l'heure, expurgée, comme il l'appelle, expurgée de ce qu'il appelle les moralités superflues. Il y a trop de digressions là-dedans, on va couper. Donc c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il en fait un roman très agréable, mais qui n'est pas le même roman que celui de Matteo Lehmann, hein, à lire. Il modifie toute une série de choses. Et ensuite, on va avoir évidemment, il va aussi adapter le Buscone de Quevedo, donc un autre roman picaresque. Et après, on va avoir l'apparition de très grands textes, notamment Moll Flanders, par exemple, en Angleterre, qui est un roman vraiment d'inspiration nettement picaresque, ou Barry Lyndon, qui est aussi un roman qui a beaucoup de traits, encore plus tardivement qu'un roman qui a beaucoup de traits picaresques, qui se place un petit peu dans cet héritage. Donc voilà. Donc l'idée que j'avais, c'était vraiment de vous montrer effectivement ce roman picaresque. Ça n'est pas seulement qu'on met un gueux ou quelqu'un ou un délinquant en première, on va dire comme personnage principal, c'est qu'en plus il y a vraiment toute une méthode d'écriture, une forme d'écriture, une poétique qui accompagne ce changement. Et c'est véritablement, comme l'avait appelé un critique anglais, un critique écossais, Riley, c'est vraiment en fait un contre-genre par rapport aux gens idéalistes. Ça se précise. Ça s'affirme comme étant un contre-genre qui vise à contrebalancer les gens trop idéalistes et trop nobles aussi. Donc c'est dans cette sorte d'équilibre que se construit en fait le roman moderne espagnol, avec une sorte d'écrivain qui échappe à ces classifications-là, qui est Cervantes quand même. Il faut absolument reconnaître, Cervantes est tellement singulier qu'il n'est ni idéaliste ni réaliste, il est en fait les deux. Et peut-être sans doute un peu plus que ça en fait. Voilà. Mais merci beaucoup pour votre attention, je vous disais pour la longueur. À des questions. Soit vous souhaitez parler dans le micro, soit vous parlez d'une voix un peu forte. On peut poser les questions sans micro, hein, parce que c'est vrai que ça impressionne. Il n'a pas forcément envie de le prendre. Vous avez parlé de Picarex en provenance de Picardie. Oui. Mais à cette époque, il y avait énormément d'Espagnols. Le duc de Parme était là-haut. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a des échanges très clairs. Oui, vous avez tout à fait raison. Et en plus, c'est l'idée, enfin une idée qu'on n'a pas forcément, c'est que la migration économique, elle se fait dans l'autre sens. C'est que c'est beaucoup de Français qui vont aussi en Espagne pour travailler effectivement. Vous avez tout à fait raison, elle est sous domination espagnole longuement, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il faut attendre la seconde moitié du XVIIe siècle avec les opérations de Louis XIV pour que la Picardie devienne française. Oui, il y avait des Anglais, des Français à Séville. Absolument, oui, tout à fait, il y a Cadix aussi, évidemment, oui, il y avait beaucoup d'échanges. Séville était vraiment une sorte de mégalopole, beaucoup plus que Madrid, avec beaucoup de cosmopolitisme, c'est certain. Donc, vous avez raison, ces échanges sont très très importants. Et ce qu'il y a, c'est que, alors par exemple, on a des chiffres en 1660, c'est vraiment un fait historique, mais c'est pour vous donner une idée. En 1660, la population de l'Aragon, on a 25% de Français recensés en Aragon. Il faut s'imaginer ça. Un habitant sur 4 de l'Aragon est français ou descendant de français. C'est considérable. Et par exemple, cette région est en train de se désertifier, et grâce aux Français, elle ne s'est pas désertifiée justement à cette époque-là, démographiquement. C'est vraiment, il y a une très grande
Affluence française, ça va durer, on va dire, jusqu'au début du XVIIIe siècle, où là, après, avec le changement de dynastie, et puis bon, le fait que la France est une terre très prospère sous Louis XIV, bon, les choses ont changé. Mais tout au long du siècle d'or, on a effectivement beaucoup de références aux travailleurs français, et ce ne serait pas étonnant que Picasso renvoie à ça, effectivement. À les Picards, voilà. Et le terme même de Picardia plaisait aux Espagnols, parce que voilà, Picardia, ça fait référence aussi bien au territoire qu'à la Picardia qui est le fait d'être Picaro, qui est aussi un substantif. D'où les jeux de mots, en fait, sans doute. Il y a ce jeu de mots aussi, il y a ce double sens de Picardia. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. J'ai une question, c'est sur la réception de ces œuvres. Parce qu'on sait que le T-shirt a eu énormément de succès, vous nous l'avez bien expliqué l'année dernière. Donc le T-shirt a été un vrai succès populaire. Oui. Est-ce que c'était le cas avec ces romans aussi? Est-ce que les Espagnols les appréciaient, ils les lisaient de façon collective, dans ce plaisir de la lecture du roman picaresque? Alors, ce qui a prouvé certain, c'est la réponse, c'est un grand oui en fait. Alors, le tout, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut que jamais perdre de vue, c'est que le La Saglio a été un texte qui a été en fait censuré, qui a été placé à l'index. Donc ça coupe du coup sa réception. Mais on a découvert, en 2002, on a découvert en fait une sorte de niche dans une maison. On a refait des travaux dans une maison très ancienne dans l'Extrémadure, et qu'est-ce qu'on a découvert? Caché dans la niche, un exemplaire de La Saglio d'une édition qu'on n'avait jamais vue en plus. C'est un exemplaire complètement unique, qui vient aussi de 1554. Donc ça prouve que la personne avait caché des livres, notamment elle avait caché des livres protestants, etc. Donc vraiment hérétiques, et elle avait mis aussi La Saglio avec. Donc c'est-à-dire que dans l'esprit de la personne qui a caché ces livres-là, qui les a emmurés, le La Saglio était un texte dangereux qu'il fallait cacher. Et c'est très vite devenu le cas, effectivement, dès 1559, le texte est interdit. Mais le Guzmán de Alfarache, quand il sort, la première partie en 1599, a énormément de succès. Il y a 26 éditions en 5 ans, ce qui avait pour l'époque considérable. Mais il y a même des éditions pirates, il y a des gens qui les récupèrent, etc. Et on sait même que Matteo Lehmann est à l'origine d'une édition pirate. C'est-à-dire qu'il se pirate lui-même pour essayer de gagner de l'argent. C'est absolument invraisemblable. Donc il y a une histoire éditoriale du texte très compliquée. Mais ce que fait l'un des éditeurs, et ça nous intéresse, ce que fait l'un des éditeurs en 1602, c'est qu'il publie conjointement la première partie de Guzmán et le La Saglio expurgé. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'éditeur, ces deux textes-là vont ensemble et il va les vendre ensemble. Et cette édition-là aura beaucoup de succès par exemple. Donc effectivement, ils sont très très bien reçus. C'est pour ça que tout le monde s'engouffre dans la mode picaresque après. Tout le monde s'y engouffre, tous les écrivains vont faire du picaresque. Voilà, Quevedo va en faire, même si bon, c'est d'un point de vue là, socialement et politiquement très conservateur. Quevedo a totalement une autre approche de la pensée picaresque, ce que Maurice Boulot appelait la pensée picaresque justement. Effectivement, il y a une approche complètement opposée à ça, mais tous vont en faire. Il y a Lopez de Ubeda, il y a beaucoup de textes en 1604, 1605, 1608, il y a beaucoup de textes picaresques qui apparaissent. Et Cervantes va se frotter au genre picaresque, avec cette espèce de distance dont j'ai parlé. Alors dans le Quichotte, par exemple, il y a le personnage du galérien Ginés de Pasamonte, qui est un personnage très célèbre, qui est directement inspiré, on pense, de Matteo Lehmann et du Guzmán. C'est-à-dire que Cervantes a quand même dialogué parce qu'il sait que c'est à la mode. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans. C'est comme si le roman picaresque avait évidemment bouleversé les attentes du public, qui veut quand même des choses réalistes maintenant. Il en a marre de dire que des romans chevrés, il veut des choses un petit peu réalistes. Juste, je reprends la parole et après je la cède. Une des difficultés des élèves, des étudiants, c'est la dimension sociale de ces œuvres. Oui. Et la dimension aussi politique. Dans l'analyse littéraire, à un moment donné, on est tenté de trouver une portée, on va dire, presque révolutionnaire à ces textes. Est-ce qu'il y a une défense? Est-ce qu'il y a une condamnation de la société et finalement une défense de ces pauvres qui sont condamnés en fin de compte à la marginalité, où il faut bien se garder de ce genre de lecture? Alors, ça c'est vraiment une question, c'est excessivement complexe en fait, parce que j'essaie de résumer ça en 2-3 phrases. En fait, qu'il y ait une critique de la société, il n'y a pas le moindre doute. Ça, je l'ai dit là, notamment dans La Saglio, il démonte tout ça. Il voit comment c'est comme presque un scientifique qui est en train de démonter entièrement quelque chose, et de regarder comment ça fonctionne de l'intérieur. C'est intéressant, voilà. C'est ce que fait vraiment l'auteur de La Saglio. Il vous montre à quel point c'est absurde le fonctionnement de la société espagnole en 1550. On voit bien que c'est fondé que sur des valeurs qui sont des valeurs apparentes. Mais est-ce que pour autant, il y a une défense on va dire de la liberté du pauvre à mendier? J'en suis pas absolument certain. Parce que je crois que
pensée est tellement réformatrice, aussi bien l'auteur de la Salioka, aussi Matteo Aleman, ils ont une pensée très réformatrice. Du coup, eux, ils se disent, ça serait bien de les mettre au boulot quand même. C'est un peu l'idée qu'ils ont quand même aussi. C'est-à-dire, c'est pas bien qu'il y en ait autant dans les rues quand même. C'est quelque chose qui va pas... Vous voyez, ils ont une sorte de position qui, effectivement, n'est pas révolutionnaire au sens que nous, ce qu'on pourrait entendre par révolutionnaire. Ils sont dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a une critique de la société, effectivement, mais justement, pour eux, c'est cette société-là qui produit cette mendicité-là. C'est pour ça qu'il faut tout changer. Il ne faut pas accepter cette mendicité non plus. Ouais, c'est un peu la réponse qu'ils ont. Parce qu'on n'imagine pas dans quelle proportion il y a des pauvres dans les rues. Hein. Je veux dire, vous êtes assaillis littéralement quand vous marchez dans une rue à l'époque, selon ce que disent les témoins de l'époque, vous êtes assaillis par des pauvres. Vous en avez des nuées qui vous suivent. Hein. C'est pas un de temps en temps, hein, c'est des nuées entières. Vous voyez, je ne sais pas comment on résume un petit peu ça, c'est cette espèce de position qu'ils ont. Voilà. Oui, ça semble assez étrange. Pouvez-vous nous dire en France, alors, faire un parallèle entre donc, le roman picaresque et à quoi s'intéressaient nos écrivains à l'époque en France? Qu'est-ce qu'il y a comme cours? Qu'est-ce qu'on peut faire comme moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des héros à proprement parler picaresques en France au XVIIe siècle? J'ai pas trop l'impression. Parce que, bon, ils lisent beaucoup ces textes-là. Enfin, ils sont traduits très très vite. Hein. Le Lassalle est traduit assez vite, le Guzman est traduit au bout de 2 ans, je crois. C'est très très peu de temps. Au bout de 2 ans, il paraît des éditions en France, traduites. Hein. Il est traduit aussi en Allemagne. Il est assez apprécié en Allemagne, il est traduit aussi assez vite, et en anglais aussi assez vite. Donc ce sont des textes qui sont considérés comme, je dirais, proprement espagnols. Après, est-ce qu'il y a le même type de réalisme en France? Je n'ai pas l'impression, à partir de ce que j'ai lu, je dirais non, je dirais que finalement c'est plus tardif, peut-être au XVIIIe siècle, oui. Avec des auteurs comme Le Sage, comme Diderot, on a plus des choses comme ça, en fait, qui apparaissent plus proches de l'Espagne. Ce qui fascine quand même avant tous les écrivains, ce qu'ils ont essayé d'imiter, ce sont tous les drames, on va dire, historiques, les romans de chevalerie. C'est un peu la piste que va prendre notamment le théâtre français avec Corneille. Hein. Quand même, ce qui fascine avant tout l'Espagne, ce qu'on veut imiter, c'est plutôt le genre idéaliste et le théâtre. Parce que le théâtre espagnol a un immense succès aussi en France, effectivement. Donc c'est plus ça qu'à mon avis. Je ne vois pas l'équivalent en fait en France au même moment, mais c'est peut-être dû à mon... Après, je pense à des choses comme le roman comique plus tard, mais effectivement, mais c'est le roman comique, c'est 164 dans ce... Enfin, je suis pas dans certains malades, mais c'est plus tard, effectivement. Vraiment contemporain, au milieu du XVIe siècle, on ne voit pas l'équivalent. Après, on peut considérer que Rabelais a des côtés picaresques, bon, c'est pas au sens de ce que je vous ai dit, en fait, voilà. Je crois que c'est autre chose, pas au sens d'une écriture à la première personne, c'est quand même assez différent. Ouais. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre plus précisément, mais ouais. Oui. Dans les textes que vous avez montrés après justement cette peinture de Velázquez, oui. Il me semble qu'il y avait une référence à Poussin oui. et à Claude le Romain. Alors, Claude le Romain, c'est le Lorrain. Oui, c'est le Lorrain. Voilà, je me suis posé la question. Ah non, il y a une faute de frappe, alors oula, je suis désolé. Non, il y a une faute de frappe, non, il y a une faute de frappe horrible. Non, c'est le Lorrain. Parce que le Romain, là, il y a peut-être un empereur, il y a un empereur. Non, c'est que le Lorrain, excusez-moi, bien sûr. Vous avez raison de rectifier, bien sûr. Non. Il y a bien l'empereur Claude, mais là, c'est autre chose. Quand on est Romain. Quand on voit cette peinture, on dit qu'on ne sait pas vers quoi il se tourne. Je pense qu'il y a quelque chose d'éblouissant, une lumière qui lui arrive directement sur le corps du côté gauche. Donc il faut bien sûr immédiatement penser à Caravage, mais c'est ça qui doit l'avoir surpris et qui peut-être crée ce mouvement de côté qui n'est pas une vision vers le spectateur, ni non plus vers celui qui couronne. Oui, tout à fait. Il est comme surexposé par rapport aux autres personnages. Et c'est un personnage divin aussi. Mais peut-être une lumière. Il faut plus penser à un Caravage qu'à Velázquez. Oui. Oui, il est assez familier ce genre de surexposition de José Velázquez. Quelque chose qu'il va faire. Alors bon, le Christ de Velázquez est encore plus connu pour ça, mais là il est complètement caravagien celui-là. Mais le fait qu'il nous incite à nous interroger sur la construction même, ça c'est typiquement, je dirais, c'est typiquement Velázquez. On a toujours obligé, nous conduit toujours à nous interroger sur ce que c'est finalement que la représentation, ce qu'on est en train de regarder. On le voit dans les derniers tableaux, les fileuses, tout ça, même dans les Ménides, bon, c'est assez clair. Hein.
Il y a quand même un souci de... Enfin, il nous éduque un petit peu. Parce qu'il y a deux personnages dans ce tableau, on dirait qu'ils se moquent radicalement du soldat. Oui. L'air de dire, là tu vas en baver, c'est nous qui sommes au-dessus de toi. Et là, il y a une satire, enfin moi je trouve qu'il y a une satire énorme du rapport entre, on va dire, manant et militaire, avec ce personnage qui est biblique, si on peut dire, Bacchus, mais qui lui paraît presque indifférent de ce qu'il fait. Enfin, je sais pas. Oui, comme ailleurs. Oui, il n'a pas l'air concerné, il est là parce qu'il soit là, mais. C'est une parodie de cérémonie aussi. C'est intéressant. Ce qui est marrant, c'est que c'est une parodie de cérémonie là. On est quand même dans voilà, c'est une cérémonie d'ivrogne, hein, donc c'est une parodie. Il s'amuse là. Oui, mais on a l'impression que c'est une parodie et c'est très critique sur peut-être la société qui les entourait. Le rapport entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Tout à fait. Ouais. Pourquoi la satire est très forte? Oui. C'est que ce qui est intéressant, c'est que quand Velázquez a des tableaux de commande, il va peindre des nobles, il va peindre la famille royale, etc. Quand Velázquez fait ce qu'il a envie de faire, ça donne ça. C'est ça qui est assez frappant. Il n'est pas en train de peindre des personnages nobles. Hein. Il se demande ce qu'il a envie de peindre. Et voilà ces personnages qu'on a ici. Ça, c'est assez frappant. C'est son univers, c'est celui-là, sans doute. Pas celle des tableaux de commande. C'est ça qu'il cherche. Non, mais c'est des classiques. Après, il cherchera. Oui, lui aussi. Les gars, oui. On va peut-être. On s'arrête. On va remercier monsieur. Merci beaucoup.